les gens. Vieux man. Pourquoi il est rouge là? Pourquoi la barbe elle est rouge? À mon avis, ça va être sportif. Hein. Parce que le film, il est corsé. Oui, Solaris, c'est un film russe, un film de Tarkovsky. Andrei Tarkovsky, il me semble. Andrei. Voilà. Après, c'est pas non plus russe rouge. Oui, mais après dosé, dans le sens où Tarkovsky, c'est pas non plus le mec le plus pro-soviétique au monde. Au contraire, il s'est fait beaucoup censurer ses films par... alors, je sais plus c'est quoi... comment ils appellent l'espèce d'institution culturelle, là, en Russie, qui censure. Ça commence par un G, j'ai oublié. Le Glosnik. Bref. Mais en tout cas, le film, il est assez golemon. Et du coup, à mon avis, la vidéo, bon... Le principe de ce stream, c'est que je vais faire genre que je comprends. Voilà, on part sur ce principe. Je vais faire genre que je comprends tout. Et vous avez rien compris. Merci Seigle Fumeux pour le sub offert. Ah, ça c'est... comment s'appelle le tableau là? Les chasseurs dans la neige de Bruegel. Et oui, j'ai bon. Je connais mon Bruegel. Bruegel, je connais. L'histoire commence pendant le petit âge glaciaire. Une période de rigueur hivernale intense en Europe, qui a commencé à la fin du XIIIe siècle et va durer jusqu'au milieu du XIXe. Nous sommes en 1565 et Bruegel l'Ancien peint Les chasseurs dans la neige. Il mourra 4 ans plus tard, alors qu'il n'a pas 45 ans. Il sera enseveli dans l'église Notre-Dame de la Chapelle à Bruxelles. Oh oui, mais c'était le Moyen-Âge. Les chasseurs dans la neige fait partie d'une collection de 6 tableaux réalisés pour Niklaes Jungelink, un banquier anversois. Quoique c'était la Renaissance plutôt. Oui. Mécène et collectionneur d'art. La collection décrit le cycle d'une année et 4 autres tableaux sur les 6 ont été conservés. La journée sombre, la rentrée des troupeaux, la fenaison et la moisson. Et oui, les gens, dites-vous, à l'époque, c'était quand même quelque chose parce que faire des scènes populaires, ça se faisait pas beaucoup. On peignait pas les gens qui travaillaient, qui faisaient la fête, qui vivaient. Les petites gens, en quelque sorte, les petites gens dans leur village, machin. Bruegel, il innovait un peu de ce point de vue-là. Voilà, il était considéré comme un peintre populaire. La fenaison et la moisson. Au premier rang, on voit des ronces qui percent la neige. Sur la droite, des rochers escarpés font contrepoint à la diagonale de la colline. Les 4 arbres de gauche accentuent la perspective plongeante vers le village. Les pauvres, non, là, vous n'êtes pas précis, les gueux. À l'époque, on disait les gueux. À l'arrière-plan, il y a une personne qui traverse le pont en portant un fagot. Et la ville au loin, avec ses activités. Des jeux sur la glace de l'étang, un feu de cheminée. Nous suivons le retour dans la vallée d'un petit groupe de chasseurs. Les 3 hommes, qui reviennent avec leurs chiens, le dos courbé, après une chasse peu fructueuse, laissent derrière eux des traces de pas. On ne voit pas les flocons tomber, mais les nuances de blanc suggèrent l'atmosphère d'une campagne enneigée depuis déjà fort longtemps. Oui. Mais nourri par le mystère et le silence de l'hiver, le tableau de Bruegel est porteur de quelque chose d'autre. Ok. C'est l'appel constant de l'inconnu, qui se mêle à la nostalgie du lieu que l'on a quitté et que l'on veut retrouver. Le contraste entre le besoin de chercher et le désir de se retrouver, et l'oscillation pendulaire des êtres humains entre ces 2 tendances, l'inconnu et le familier, une contradiction, une tension qu'ils tentent de concilier dans le cours de leur vie. On retrouvera le tableau de Bruegel, Les chasseurs dans la neige, dans le chef-d'œuvre de science-fiction du cinéaste russe Andrei Tarkovsky, Solaris. Science-fiction, ce n'est pas évident. Moins qu'aucun cinéaste, Andrei Tarkovsky ne se laisse enfermer dans une catégorie. Et plus qu'aucun film... Et le film était spécial. Hein. Je vais vous faire le résumé, à ma sauce. Solaris nous renvoie à l'impossibilité de définir par une terminologie préexistante ce que cherche à nous montrer un artiste. C'est un homme à la recherche de l'inconnu, d'une image future, pas encore apparue, mais qui sait que nous ne pouvons sensiblement appréhender que ce qui nous est d'une façon ou d'une autre déjà familier. C'est un homme à la recherche des temps futurs, comme un chasseur dans la neige, mais qui est lui-même rempli de nostalgie, dévoré par la douleur, la honte et le désir de rentrer chez lui. Bienvenue dans la fin du film. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Épisode 12, Solaris d'Andrei Tarkovsky, la science-fiction n'existe pas encore.
en peau de cafard. Mot pour mot, ouais, c'est... Et c'est pour ça que je parlais pas, parce que je comptais dire ça, et puis finalement il l'a dit avant moi. Solaris commence par l'image d'un ruisseau, avec des algues vertes qui ondulent. Ah merde, attendez, ok, bon bah c'est moi qui fais mon résumé. Regardez, et je vais faire un truc. Je vais faire mon résumé, accompagné d'extraits. Comme ça je vous montre un peu. Alors au début, il y a des très très belles images. Et il y a Chris là. Chris, il est dans la forêt, il y a un cheval, il est heureux un peu. Et là, il est avec ses potes dans la maison de famille. Et c'est un peu tous des genres d'ingénieurs spatials là. Et voilà quoi, il pleut, il y a des algues, voilà, globalement, voilà. Et puis là, il regarde une vieille diffusion où il y a un aviateur qui explique, en gros, pour vous expliquer l'histoire, il y a une planète qui s'appelle Solaris. Et les Russes, ils sont allés sur la planète et ils ont mis une base de recherche. Voilà. Et là, il y a comment dire, une genre d'aviateur, mais plus un mec qui était sur un vaisseau spatial, qui est allé en observation et qui a dit « Oh là là, c'est vraiment une planète de Golemont. Il y a plein de brume, il y a un grand océan et j'ai vu une espèce de géant tout nu. » Voilà. Je vous dis, le film est très abstrait. Hein. Voilà. Et donc ils regardent tous ensemble le Jean-Michel qui explique ce qu'il a vu. Voilà, là il parle russe mais il explique ce qu'il a vu. Voilà. Et donc là ils se disent... Et là on est de retour dans le futur. Et lui c'est le personnage principal. Hein, voilà. Donc là ils sont tous là et ce qui s'est passé c'est que sur la station, dans le futur, il y a plein de gens, ils sont morts. Et donc lui, il doit aller sur la station pour voir ce qui se passe. Et du coup, c'est exactement ce qu'il va faire. Ah oui, et là, il y a un plan qui est un peu bizarre, mais il est incroyable ce plan. Vraiment, c'est l'un des meilleurs plans du film, où c'est juste... C'est juste ça. Mais c'est très beau. Et par contre, oui, j'étais subjugué par la beauté de certains plans, genre celui-là. C'est une dinguerie, hein. La photographie. Très heureuse de découvrir ce cinéaste pour ça. J'imagine qu'il y aura une photographie de fou. Mais de toute façon, ça, c'est toujours banger. En vrai, tu fais des plans avec des espèces d'arbres immergés, là. Toujours, voilà, c'est toujours très beau. Hein. Bref. Bon, bref, il y a ce plan très très long. Là, ensuite, il arrive... là, voilà, là, il part. Donc c'est un vieux film, hein, bien sûr. Là, il est dans l'espace. Et il arrive sur la station spatiale. Et ce que vous voyez derrière, c'est Solaris. C'est un immense océan et il n'y a que ça. Sauf que apparemment, c'est un océan qui pense. C'est le pire résumé. C'est pour ça que c'est compliqué. Alors je vous dis, le film fait 3 heures. Hein. Vous voyez peut-être là 2h46. J'ai tout vu. Voilà, je me suis beaucoup amusé. Non mais c'est un espèce d'immense océan. Et apparemment l'océan c'est un cerveau. Mais vous allez comprendre. En gros... Attendez, je baisse le son. Là il arrive sur la station et il rencontre les scientifiques qui ont survécu. Et ils sont complètement fous. Et lui il est en mode what the fuck, vous êtes fous ou quoi? Et là il arrive dans sa chambre, il est en mode vas-y je vais me poser au calme. Et là il voit le vieux scientifique, lui il s'est suicidé. Et en fait il s'est suicidé parce que il voyait des êtres de ses souvenirs qui commençaient à débarquer. Voilà, et bon ça c'est la planète hein. Mais c'est surtout que voilà ce qui se passe à un moment, c'est que d'un coup lui, il est là, il est posé au calme. Et là, il y a sa femme qui était morte, qui revient d'entre les morts et qui est en mode coucou, ça baise ou... Et lui, il est en mode what the fuck, frère. Enfin, ma femme est morte. Du coup, il est choqué, choc-barre de baiser. Comme vous pouvez le voir actuellement. C'est la tête de quelqu'un, choc-barre de baiser. Et du coup, en fait... ce qui se passe, c'est que les gens qui se trouvent à proximité de la planète, ils voient la matérialisation de personnes qu'ils connaissent. Et du coup, tout le reste du film,
c'est lui qui est en bad et en fait il passe son temps à dormir et à voir sa femme morte. Le film fait 3 heures, je rappelle. Il passe son temps à voir sa femme morte et à discuter avec les autres et globalement rien n'avance. C'est ça qui est fascinant, c'est censé être... Enfin, c'est un scénario de film de science-fiction, mais rien n'avance. C'est-à-dire qu'ils sont 3 dans le vaisseau, ils s'emmerdent comme pas possible, ils font rien, à part dire « Oh là là, c'est un peu Golemont quand même que sur la planète, il y ait des êtres qui réapparaissent. » Voilà, le film, c'est ça. Et par contre, tout est bordélique. Dans le vaisseau, il y a des trucs par terre, tout traîne, c'est une porcherie, quoi. Voilà, le vaisseau est comme ça. Vraiment dans cet état-là. Et c'est vraiment un film, genre, ils font rien, juste, ils sont déprimés, ils se rappellent de leurs souvenirs, tout est cassé. Et lui, il est là en bas avec la matérialisation de sa femme, et du coup, il retombe amoureux d'elle, parce qu'elle s'est suicidée. Et du coup, sa femme, elle est en bad, elle est en mode « Mais attendez, est-ce que j'existe vraiment? Est-ce que je suis vraiment ta femme ou je suis une matérialisation de ta femme ?» Et lui, il est en mode « Peu importe, je t'aime. » Et à un moment, elle essaye de se suicider. Et du coup, il est quand même amoureux d'elle, donc il est en mode « T'inquiète, au calme, tu es ma femme. » Voilà, et ça, c'est l'océan. Voilà, et à la fin, globalement, c'est surtout... À la fin, il se retrouve sur l'île du début. Sauf que, oh là là, incroyable. Il est dans l'île du début, il revoit ses amis du début. Il est heureux, sauf que, en fait, l'île, elle est toujours sur la planète. Et maintenant, il y a des îles qui apparaissent sur la planète avec les souvenirs des gens. Voilà, et c'est la fin du film. Je ne vous ai pas menti, hein, le film est comme ça. En vrai, c'est deep. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui te prend à... Comment dire, à contre... je sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'il te met dans le sillage d'un scénario de science-fiction en mode, il y a une planète, il y a plein de gens qui sont morts dessus, et il y a l'astronaute qui va aller voir ce qui se passe. Et finalement, pendant 2 heures, il y a sa femme morte qui ressuscite, et il est en mode, oh là là, tu me manquais. Voilà. Et à la fin, juste... en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que la planète, elle est vivante, et en fait, elle entraîne les gens dans une sorte de rapport avec la réalité déformée. Et en fait, ils se complaisent là-dedans et ils sont heureux. Et donc, du coup, la mission spatiale a échoué pour ça. Parce que personne ne peut contrôler le fait que la planète, elle t'entraîne dans une espèce de paradis ou de trucs bizarres. En fait, c'est un peu... Voilà, quoi. Voilà, après, je fais une analyse à la con, mais le film part de ça. Et donc, du coup... Le chef-d'œuvre de la science-fiction qui n'existe pas, dans le sens où c'est pas vraiment une œuvre de science-fiction, puisque ça ne finit pas par être une œuvre de science-fiction. Bref. Solaris commence par l'image d'un ruisseau, avec des algues vertes qui ondulent. Maintenant, c'est le résumé de Vieux Man mieux fait. Au gré du courant. Chris Kelvin traverse la forêt et rejoint une petite maison dans laquelle vit son père, qu'il a fait construire à l'image de celle de son propre grand-père. Une voiture arrive, c'est Berton. Le père de Chris l'a invité pour qu'il informe ce dernier de ce qu'il attend dans une station en orbite autour de la planète Solaris. Les m'énerve, c'est est-ce qu'il y a besoin d'être chiant pendant 3 heures pour raconter un truc deep comme ça? Arrêtez de faire les victimes, vous regardez des séries. Genre, c'est exactement le principe. L'équipage est composé de seulement 3 personnes. L'astrobiologiste Sartorius. C'est Silent Hill 2. Il y a un truc très... Oui, il y a un truc qui ressemble. T'as raison. Le cybernéticien Snow. Après, c'est pas gore, c'est pas... Tu vois, mais il y a un truc comme ça. Et le physiologiste Guy Barian. Depuis quelque temps, ils ne transmettent que des données incompréhensibles. Chris Kelvin, qui est psychologue, doit s'y rendre pour évaluer si y travailler est encore possible. Sinon, la station sera supprimée. Если он подтвердит, что по каким-то там причинам работу продолжать невозможно, станцию могут снять с орбиты Солярис. Berton a apporté un film qui date déjà de plusieurs décennies. C'est l'enregistrement de son interrogatoire au retour de son expédition. Il faisait partie d'une équipe de sauvetage pour retrouver Fechner, un physicien perdu alors qu'il survolait l'océan de Solaris. Ah ok. Berton avait été pris dans un brouillard fait d'une substance colloïdale visqueuse qui recouvrait tout. Voilà, donc ça c'est la scène qu'on a vue. Конечно, нет. Это не был обычный туман. Как бы взвесь, по-моему, коллоидная. Ou c'est l'époque où justement ils découvrent un peu la planète et ils comprennent pas ce qu'il y a dessus. И очень липкая. Puis il a vu un jardin fait de cette même substance. Как сад. Я видел,
Карликовые деревья, живые изгороди, акации, дорожки. Все это было из той же субстанции. Et un enfant est apparu, grand de 4 mètres, aux traits inconnus de lui. А потом понял, что он был необыкновенно большой, гигантский. Это еще слабо сказано, он был просто 4 метра. La commission... Oui, donc en fait, ce qu'il faut comprendre un peu, c'est que c'est vu que la planète, elle matérialise des êtres qui appartiennent aux souvenirs, du coup, c'est les souvenirs du physicien disparu. Et lui, il a pensé à des jardins et à un bébé. Et le bébé faisait 4 mètres. lui rétorque d'abord qu'il a halluciné. C'est un peu... Non, mais vous allez tout comprendre, promis. Mais un scientifique intervient qui estime qu'ils sont au seuil d'une découverte extraordinaire et que la recherche doit continuer. Мы стоим на пороге величайшего открытия. On évoque l'hypothèse que Solaris soit une planète vivante, un gigantesque cerveau, et l'océan, une substance capable de penser. Berton expliquera qu'après cette déclaration... Skip, c'est un bail à la sauce coloniale de nous allons débarquer, imposer... Non, parce qu'il n'y a pas une colonisation. C'est plus un bail en mode la technicité, la science, la rationalité. C'est une critique de la rationalité, plus qu'un truc colonial. Il a visité la famille de Fechner et rencontré son fils, qui est semblable à l'enfant qu'il avait vu apparaître sur Solaris. Потому что ребенок этот ничем не отличался от того, которого я видел тогда на Солярисе. Правда, он не был 4-метровым. Chris arrive sur la station dans l'orbite de Solaris. Elle est dans un désordre inquiétant. Il retrouve le cybernéticien Snout, confus et effrayé. Snout? Я Кельвин, psychologue. Il lui apprend que Guy Barian s'est suicidé. Mention spéciale à son t-shirt qui m'a donné envie de manger du fromage. Кельвин, psychologue. Du gruyère là, du bon gruyère là. Il lui apprend que Guy Barian s'est suicidé. Au moment où il referme la porte, Chris aperçoit furtivement un être caché dans la pièce où réside Snout. Il va voir l'astrobiologiste Sartorius. Celui-ci lui demande de rester dehors. Il est froid, sans empathie, ironique. Soudain, un petit être force la porte et sort de la pièce que Sartorius intercepte et cache avant de s'enfermer avec lui. Chris est Oui, en fait, tous les scientifiques, ils sont là avec des matérialisations de personnes qu'ils aiment bien ou qu'ils connaissent. Et du coup, genre, c'est un peu comme si pour chacun d'entre eux, il y avait une matérialisation. Il voit passer un genre de trip. Une fillette dans une robe à grelots qu'il poursuit jusque dans la chambre froide où repose le corps congelé de Guy Barian. Ce dernier a laissé une vidéo testamentaire que Chris regarde dans sa cabine. Dans la vidéo, Guy Barian se défend d'être fou et dit à Chris que ce qui lui est arrivé pourrait également lui arriver. Mais en fait, c'est en fait le discours un peu... Mais c'est ça qui est un peu abstrait. Mais au final, le discours du film, c'est des scientifiques qui sont partis pour la Russie soviétique explorer une planète pour potentiellement en extraire les ressources, etc., l'expansion spatiale. Et au final, ils se retrouvent sur cette planète confrontés à des êtres qui sont issus de leur mémoire ou alors qu'ils aiment et qui leur provoquent quelque chose. Et du coup, le discours, c'est un peu en mode l'homme essaye de partir dans l'espace pour se confronter à ce qu'il ne connaît pas. Et finalement, ce dont il a besoin, c'est d'être aimé et d'être avec des êtres qu'il connaît. Et donc c'est un peu Golemont. En gros, le film, il te dit ça, quoi. Il te dit, c'est un peu Golemont, en fait, de vouloir aller dans l'espace. Parce que ce qui compte le plus pour l'homme, c'est justement pas cette espèce d'abstrait inconnu qu'est l'espace, c'est le fait d'être avec les siens et d'être empathique. La fillette au grelot apparaît dans le film. Ведь они думают, что я сошел с ума. Tout en se faisant une piqûre de morphine, le savant lui dit Ты ее видел. Крис, знай, что это не безумие. Chris plonge dans le sommeil. Et soudain, dans la pénombre, apparaît un visage de femme. Il se réveille et découvre, assise sur le siège face à son lit, une femme en veste de laine, pieds nus. Elle a les traits de Carrie. Carrie, la vraie Carrie, est morte depuis 10 ans. Elle, c'est une hallucination émanée de Solaris. Un visiteur, comme les appelle Snout. Voilà, ils appellent ça les visiteurs. Elle se lève et vient vers lui. « D'où viens-tu » demande Chris. Elle ne peut pas lui répondre. Elle trouve une photo d'elle, mais elle n'arrive pas à se reconnaître, même en se regardant dans le miroir. Chris doit partir, mais elle ne peut pas supporter d'être sans lui. Chris décide de s'en débarrasser en la piégeant,
en l'envoyant dans une petite fusée sur orbite. Я за Oui, тобой. au début, il veut juste la buter en fait. Мне нужно закрыть Il est pas bête au début, il est en mode ouais, c'est un truc de Golemont, il veut essayer de la tuer. люк. Snout le rejoint. Il lui explique que les visiteurs ont commencé à apparaître après un premier envoi de rayons X sur Solaris. L'océan a réagi à une irradiation par une autre. Carrie va-t-elle revenir demande Chris. Le nombre de doubles peut être infini, lui répond Snout. Il place des lamelles de papier contre le ventilateur qui imite le son du vent dans les arbres. Chris se rendort, Carrie réapparaît et s'allonge près de lui. Так темно. Иди сюда. Не бойся. Du coup, lui, il sait que c'est des visiteurs, mais là, bon, il a essayé de la tuer une première fois, et puis là, il est en mode bon, c'est mon ex-femme quand même. On va se mettre bien. Le lendemain, Envie d'un petit câlin quand même. Chris retrouve Sartorius et Snout. Il est accompagné de Carrie qu'il présente comme sa femme. Sartorius fait part de sa découverte. Les visiteurs de Solaris sont composés de neutrinos, et c'est le champ de force de Solaris qui les stabilise. Il pense pouvoir les détruire. Chris se braque, refuse qu'on s'en prenne à sa femme, et part. Давай окончательно превратитесь в калеку, без рук и ног. Позовите нас. Мы будем выносить за вами подкладное судно. Puis Chris montre à Carrie un film tourné par son père près de la petite maison du début. On voit Chris enfant et jeune homme. Oui, donc en fait, il sait que c'est un visiteur de la planète, mais là, et au bout d'un moment, il est en mode bon, go faire un date au calme. On passe une journée, Netflix et tout ça là. On voit son père jeune, sa mère à plusieurs âges. Oui, voilà, de spi, il veut peut-être baiser quoi. Carrie et Chris sont silencieux. Puis celle-ci explique qu'elle pense que la mère de Chris la déteste. Elle se souvient d'une rencontre qui s'est mal passée et de leur séparation quand Chris est parti dans une autre ville. Pendant que Carrie dort, Chris reçoit la visite de Snout. Sartorius et lui pensent envoyer à l'océan de Solaris un électroencéphalogramme de leurs pensées pour essayer de mieux communiquer avec lui. Sartorius développe également son annihilateur de neutrinos. Аннигилятор. Уничтожаются только нейтринные системы. Le lendemain, Oui, parce que les neutrinos, c'est la matière dont sont composés les visiteurs. Du coup, lui, il est en mode oh là là, mais on peut la tuer si tu veux. quand Chris se réveille, Carrie est déjà debout. Elle lui dit « Je ne suis pas Carrie. Carrie est morte. Elle s'est empoisonnée. » Я совсем не то. Elle vient de parler à Sartorius, qui lui a dit ce que Chris n'osait pas lui dire. 10 ans auparavant, Carrie s'est tuée parce que Chris l'avait quittée, parce qu'elle pensait qu'il ne l'aimait plus. Tout le monde se retrouve pour fêter l'anniversaire de Snout. Sartorius veut trinquer à la science. Snout refuse. За науку и за Снаут. Наука. Чепуха. Il estime que les humains se fourvoient. Il ne cherche pas le contact avec l'inconnu ou les autres mondes, Oui, voilà, c'est ce que je disais. mais un simple miroir du leur. Oui. Nous sommes dans la position ridicule d'un homme à la recherche d'un but qui lui fait peur et dont il n'a pas besoin. Carrie leur Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur une planète où ils comprennent pas. C'est pas rationnel ce qu'est la planète. Et du coup, la planète leur figure des choses rationnelles. Et du coup, en fait, ils peuvent pas explorer cette planète. Parce que la seule chose qu'ils peuvent voir, c'est quelque chose qu'ils connaissent, quoi. Voilà. dit que les visiteurs ne leur sont pas extérieurs. Ils sont leur conscience. Обижающим. А ведь это вы сами. Это ваша совесть. Agressif, Sartorius lui dit qu'elle n'est qu'un simulacre produit par la matrice. Oui, répond Carrie, mais je deviens humaine. J'éprouve des sentiments, comme vous. Чувствую нисколько не меньше, чем вы. Chris s'agenouille, lui embrasse la main. Sartorius part en colère. Snout est fatigué. Chris le raccompagne, puis retourne à la bibliothèque. Il retrouve Carrie de dos. Elle fume une cigarette et regarde vers le mur, plongée dans les détails du tableau de Bruegel, Les chasseurs dans la neige, comme si elle les vivait. Une soudaine perturbation crée un état d'apesanteur. Les amants s'envolent, s'élèvent. Oui, c'était bizarre ça. À un moment, ils volent. Une ellipse. Chris est face à Carrie qui vient de boire de l'oxygène liquide, tentant de se suicider. Snout lui explique que ce n'est qu'un début. Elle s'humanise. Que dois-je faire demande Ah, ils s'envoient en l'air. À mon avis, il y a une métaphore. Ouais. Chris. Je l'aime. Которую? Эту? Или ту в ракете? Ее можно стащить с орбиты, она явится и всякий раз будет являться. Il la prend dans ses bras. Je ne suis pas Carrie, lui dit-elle. Quelle importance, répond Chris. Tu m'es plus cher que mes vérités scientifiques. Maintenant, c'est toi, la vraie Carrie. Chris a de la fièvre, il délire. Snout lui explique que Solaris est en train de réagir à l'envoi de son encéphalogramme. Dans son délire, Chris voit des images de la maison de son père qui se mêlent à la station.
Il retrouve sa mère, lui parle comme un enfant, régresse, pleure. Puisque ça, c'est sa daronne. Hein. Quand il se réveille, Snout lui apprend que Carrie n'est plus là. Elle a décidé de s'annihiler. Pourquoi nous fait-il tant souffrir, demande Chris, parlant de Solaris, ou peut-être de Dieu. Snout lui apprend que depuis qu'ils ont transmis l'encéphalogramme de Chris, l'océan a cessé de produire des visiteurs, mais des îles commencent à apparaître sur sa surface. Ok. Ma mission est achevée, dit Chris. Que faire maintenant? Revenir sur Terre? Немного все войдет в норму, даже возникнут новые интересы, знакомства. Но я не смогу отдаться им до конца. Ai-je le droit de refuser le contact, même imaginaire, avec cet océan? Les images des algues reviennent, comme au début. Chris traverse la forêt et rejoint la maison de son père. Mais quelque chose cloche. Après, c'est intéressant parce que c'est un propos sur la virtualité. En fait, le truc, c'est toujours... En fait, c'est un peu... Imaginez demain, vous êtes dans un monde virtuel qui génère des choses que vous connaissez et que vous aimez. Vous, en bon gauchiste, je sais pas quoi, vous allez être en mode « Quoi ? Je suis dans une réalité virtuelle ? Comment ça ? Je veux sortir immédiatement, je veux la vraie vie. » Oui, mais... En fait, le propos, c'est un peu en mode « Mais finalement, nous sommes des êtres de perception, nous aimons avoir du plaisir. Est-ce que finalement, la caverne de Platon, elle est pas agréable, un peu ? C'est ça aussi, quoi. Pourquoi vouloir forcément sortir de la caverne ? C'est ça, un peu. La pluie tombe à l'intérieur de la maison. La drogue, ça reste des paradis illusoires. Oui, mais toute notre vie, c'est des paradis illusoires. Je veux dire, rien que le récit qu'on fait de nous-mêmes, c'est une sorte de paradis illusoire. Même quand on est en dépression, finalement, on est confort. Tu vois ? Chris s'agenouille au pied de son père. La caméra s'éloigne. Chris et la maison sont sur une île de l'océan de Solaris. Ça, dans le sens où, par exemple, des fois, c'est plus facile d'assumer qu'on est une merde que d'assumer de changer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est confortable, quand bien même on a envie de sauter la vie, pour cette raison. Il y a toujours une part de confort dans le récit qu'on fait de soi-même et du monde. On choisit aussi des positions de confort. Donc finalement, quand nos perceptions sont comblées par des choses qu'on aime, enfin, en fait, on est juste heureux. La virtualité, ça pourrait nous convenir très très bien, quoi. Fin du film. Qu'est-ce que le réel, finalement ? Andreï Tarkovsky naît le 4 avril 1932 en Union soviétique. Son père, Arseny, est traducteur et poète. Il commencera à publier ses poèmes tardivement, en 1962, l'année où son fils sort son premier film. Il vivra vieux et mourra en 1989, 3 ans après le cinéaste. Sa mère, Maria, est une femme indépendante. Son mari la quitte alors qu'Andreï n'a que 3 ans et une petite sœur, Marina. Maria élève seule ses 2 enfants dans une petite datcha, une maison de campagne, et gagne sa vie en travaillant comme correctrice dans une maison. Par contre, la campagne russe, ça a l'air agréable en vrai. Maison d'édition. Une fois adulte... Mais si on est sur une planète où nos proches apparaissent, normalement, ça nous rendrait pas fous. Non. Dans le film, on dirait que les proches qui apparaissent leur font ressurgir des démons du passé. Oui, mais c'est pas en mode... C'est pas juste des démons du passé en mode « Regarde, tu connais cette personne, je vais te faire souffrir en te faisant revivre des choses. » Non. Là, c'est la personne qui apparaît, mais la personne elle-même, au bout d'un moment, elle est en mode « Mais j'existe, mais par contre, je ne suis pas la personne que tu crois que je suis. Apparemment, je suis cette personne, mais je le suis pas. » Parce que la femme, là, c'est son ex-femme, physiquement. Mais au bout d'un moment, le discours qu'elle lui tient, c'est en mode « Mais en fait, je sais que je ne suis pas ton ex-femme. Par contre, j'ai conscience que je lui ressemble, mais je suis moi-même. Et du coup, je comprends pas. » Andreï Tarkovsky s'inscrit à des cours de langues orientales et influencé par son père, il apprend d'abord l'arabe. En fait, c'est ça. En fait, on comprend pas si les visiteurs, ils ont une conscience propre ou si c'est la planète qui joue un rôle. C'est ça, on comprend pas. On comprend pas si la meuf, elle joue un rôle pour pousser à bout les astronautes ou si elle est vraiment perdue parce qu'elle a une conscience propre et qu'elle comprend pas ce qu'elle fait là. Pour devenir traducteur. Puis il se tourne vers la géologie et participe à une longue mission en Sibérie en 1954 et 1955. Finalement, il s'inscrit au VGIK, une école de cinéma rattachée au Goskino, le service cinématographique de l'Union soviétique. Il y rencontre celle qui sera sa première épouse et la mère de son premier enfant, l'actrice Irma Roche. Elle jouera dans ses 2 premiers films. Okay. Le premier long métrage d'Andreï Tarkovsky, L'enfance d'Ivan, sort en 1962. Il raconte l'histoire d'un enfant soldat de 12 ans dont la famille a été assassinée par les nazis
et qui devient éclaireur au sein de l'armée soviétique. Oui, et ça, en fait, il a pas fait beaucoup de films pro-soviétiques, mais parmi ses premiers films, évidemment, histoire d'avoir de la thune et d'impressionner le public, il a fait des films plutôt pro-soviétiques, dont celui-là, L'Enfance d'Ivan, qui a l'air bien en vrai, ça a l'air intéressant, quoi. Sympa ambiance. Bah, en fait, moi, ça me fait presque penser au film là sur les Khmers rouges. Vous savez, avec des enfants qui se mettent à finir par déminer. Comment il s'appelle ce film déjà? C'est un film Netflix, il me semble. Et даже если мы выиграем войну, мы ее проигрываем, потому что мы в ней участвуем. Le film reçoit un Lion d'Or au Festival de Venise. Après L'Enfance d'Ivan, Tarkovsky réalise Andrei Roublev, le portrait d'un Ils ont d'abord pris Mon père, oui c'est ça, je crois. peintre d'icône russe du XIVe siècle dont on ne sait presque rien. À l'instar de Marcel Schwab quand il imagine la biographie de Paolo Uccello, Au début ils ont tué mon père, voilà. Tarkovsky déploie dans une suite de 8 tableaux les épisodes d'une vie imaginaire du peintre russe, durant lesquels celui-ci renonce à peindre face à la violence du monde et fait vœu de silence après avoir tué un envahisseur tatar qui menaçait de violer Durochka, une sourde muette simple d'esprit qu'il avait pris sous sa protection. Les interrogations du film concernant les capacités de l'art à répondre à la violence du monde ont peut-être été influencées par la vision des films de Bergman et de Fellini, deux des cinéastes préférés de Tarkovsky. Mais ce dernier transpose ces questionnements dans un univers russe traditionnel. Il fait coexister le monde du christianisme orthodoxe, des interrogations philosophiques modernes sur le sens de l'existence et un rapport beaucoup plus païen et archaïque à la magie, à la parapsychologie, aux phénomènes inexpliqués ou occultes. Putain, j'allais exactement dire ça. Если мир загадочен, то правдивость образа заключается в том, что образ тоже несет в себе определенную загадочность. Des phénomènes qui traverseront tous ses films et seront largement commentés dans son journal intime. Andrei Roublev est achevé en 1966. Mais les échanges difficiles entre Tarkovsky et les officiels du Goskino, qui trouvent le film trop... Ah c'est ça, Goskino c'est l'organe de censure cinématographique. Alors à mon avis c'est plus que... Attendez, on va vérifier. Le Goskino c'est quoi? Ah non, Mosfilm. Goskino c'est Mosfilm, donc c'est la société de production. Pourquoi ça s'appelle Goskino? Attendez, quoi? Pourquoi ça s'appelle Goskino? Mosfilm a produit la majorité des chefs-d'œuvre du cinéma soviétique. d'Eisenstein à Tarkovsky. Ok. State, non, Goskino. Les vieux man, si ça n'avait pas fini de parler occultisme, je me serais inquiété. La Goskino. L'entité était responsable de la coordination et de l'organisation des activités dans le film Union soviétique. Elle a été créée comme un organisme indépendant au cours de la 10 ans. Oh, c'est quoi cette traduction de Golemont? Dans cette période, a été responsable de la production de la film et supervisé leur réalisation. Ah là là. Ok, ok. Très bien. Spiritualiste. Goskino, c'était le nom jusqu'en 1925. Ok. Sa sortie jusqu'en 1971. Après, c'est Mosfilm. Ok. Pendant la préparation d'Andrei Roublev, Tarkovsky a rencontré celle qui va être sa deuxième femme et la mère de son deuxième enfant, Larissa. Après la sortie du film, ils vont s'installer dans une maison à la campagne, à 300 km de Moscou. Une datcha, similaire à celle dans laquelle sa propre mère les a élevés, sa sœur et lui. Là, il commence à travailler sur Solaris, son troisième film, l'adaptation d'un roman de l'écrivain polonais Stanisław Lem. Maintenant, je n'ai plus peur de rien, écrit alors Tarkovsky dans son journal. S'il ne me donne pas de travail, je resterai bien tranquille à la campagne, je planterai mon potager et je les enverrai au diable. L'image de la datcha se retrouve dans Solaris. C'est la maison du père du héros, qu'il a lui-même construit à l'image de celle de son grand-père et que l'océan va reproduire sur la planète Solaris pour y accueillir Chris. Mais ça donne trop envie, hein, les petites maisons russes dans la campagne, là. J'ai envie d'y aller, moi, comme dans Rocky 3. Mais planter son potager et rester bien tranquille à la campagne, cela n'aura pas lieu, ni dans sa vie, ni dans ses films. C'est une illusion comparable à celle des personnages de Solaris, tels que les envisage Tarkovsky lui-même. La désespérance accable les héros de Solaris tout au long de leur quête, écrit Tarkovsky dans Le Temps scellé, son essai sur le cinéma. Et la solution que nous leur proposons est assez illusoire. Elle tient en un rêve, celui de prendre conscience de leurs propres racines, celle qu'il y a jamais l'homme à la terre qui l'a engendré, mais ces liens sont déjà devenus pour eux irréels. Le dernier plan de Nostalgia, son 6e et avant-dernier film, réalisé en Italie, fera écho à celui de Solaris. Andrei Gortchakov, le poète exilé,
est assis devant une datcha, mais celle-ci est contenue à l'intérieur des ruines d'une abbaye italienne. Oui, donc là, à l'époque, il habite plus en Russie. Il s'est barré de Russie, il habite en France. Parce qu'il est mort, Tarkovsky, il est mort à Paris. Une image qui peut être interprétée au moins... Comme dans Rocky 4. Attends, t'es sûr c'est Attendez. Rocky 3, c'est quoi déjà? Ah non, attendez. Ah oui, Rocky 3, je crois que... Oui, non, c'est l'œil du tigre. Ok, donc c'est Rocky 4. C'est Rocky 4 où il se bat pour les États-Unis, là. Oui, c'est ça. Avec le russe. Ok, donc c'est Rocky 4, pardon. Deux façons différentes et complémentaires. Nous ne pourrons jamais retourner chez nous. Tout retour en arrière est une illusion. Mais l'inconnu ne pourra être défini pour nous qu'à partir d'éléments déjà connus, déjà familiers. Solaris est écrit en même temps que Le Miroir, qui sera son 4e film et sortira en 1975. Un film en miroir de Solaris, justement, mais beaucoup plus directement autobiographique. Dans Solaris, Chris est hanté non seulement par son épouse défunte, Carrie, mais également par l'image de sa mère. Les deux parfois se confondent. Oui. Dans Le Miroir, c'est la même actrice, Margarita Terekova, qui joue la mère du héros et sa première épouse. Le passé affectif, émotionnel, semble toujours imprégner le présent au point de le contaminer, de le corrompre, de le décomposer. Tarkovsky voulait initialement que sa première femme, Irma Roche, joue Carrie, l'épouse décédée du héros de Solaris. Cela n'aura pas lieu, mais il pense alors continuellement à elle avec un fort sentiment de culpabilité. Aujourd'hui, j'ai encore rêvé d'elle, écrit-il dans son journal, et mon cœur m'a fait mal toute la nuit. Le personnage de Carrie sera finalement interprété par Natalia Bondarchuk, une actrice et réalisatrice que Tarkovsky a connue à l'université et qui lui avait fait lire le roman Solaris de Stanislas Lem. Lorsque En gros, c'est des films parce qu'il s'est jamais remis d'une rupture, quoi. Tarkovsky montre Solaris aux autorités de son pays. Celles-ci lui font une liste de 35 objections et demandent de modifications. Les objections vont de remarques sur la... Tarkovsky a donc fui le communisme. Non, c'est pas le communisme qui l'a fui. Il est parti vachement tard. Hein. C'est plus la censure qui l'a fui. Enfin, hermétique, sur l'absence de représentation claire du monde du futur, à d'autres purement idéologiques, les allusions à Dieu ou à la vanité de la science, mêlées à des remarques comiques sur le fait qu'il soit inconvenant que Chris se balade en slip dans la station. Ces objections, Tarkovsky décide crânement de les ignorer toutes. Et le film sort sans modification au cinéma. Il est présenté à Cannes en 1972 et reçoit le grand prix spécial du jury. Tarkovsky ne fera en tout et pour tout que 7 films, mais tous exceptionnels. Son 5e long métrage, toujours réalisé en Union soviétique, est également un film de science-fiction, Stalker. C'est encore une adaptation... Ah, donc c'est ça que vous m'avez dit. Apparemment, ça a l'air bien, ça. ...de roman, Pique-nique au bord du chemin, d'Arkady et Boris Strogavski. Les 2 derniers films sont réalisés en Italie et en Suède, Nostalgia et Le Sacrifice. Le 10 juillet 1984, le cinéaste et sa femme Larissa décident de ne pas retourner en URSS. En décembre 1986, Andrei Tarkovsky meurt d'un cancer à Paris. Il avait 54 ans. Mais ça raconte quoi, Stalker? Ça m'intéresse du coup. Solaris est l'adaptation d'un roman de science-fiction. La science-fiction est un genre qui a produit à cette époque un chef-d'œuvre que Tarkovsky connaît. 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, sorti en 1968. L'enjeu pour les autorités russes n'est pas mince. Oui, voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'à la base, bah, bien évidemment, les USA et la Russie se bagarrent. Et aussi, au niveau cinématographique, ça se bagarre aussi. Hein. Dans le dessin animé aussi, ça se bagarre aussi. Enfin bref, dans tous les domaines. Et du coup, après la sortie de l'Odyssée de l'espace de Kubrick, ils voulaient faire un grand film de science-fiction. Et du coup, ils ont confié ça à Tarkovsky. Mais ce qui s'est passé, c'est que Tarkovsky... un peu, comment dire, pas très fan des trucs de science-fiction et d'exploration spatiale, il a fait ce film qui est un film quasi anti-science-fiction, quoi. En mode, vous voulez aller explorer l'espace, et ben finalement vous allez retrouver dans une scène de huis clos, dans un vaisseau, où il y a une meuf, et finalement c'est un truc un peu sentimental. Je déteste l'Odyssée de l'espace, voilà, fallait que ça sorte. Waouh, il est pas mauvais, hein, moi j'aime bien. Hein. J'aime bien, hein. Pourquoi le détester? Il n'est pas impossible que celle-ci ait envisagé Solaris comme la réponse soviétique à 2001. Le film apparaît à la suite de la grande époque de la conquête spatiale, lieu de concurrence majeure entre les États-Unis et l'URSS. L'Union soviétique... C'est un peu le même délire des gars qui cherchent la zone, un endroit où tout peut être exaucé. Ah oui, je connais ça, c'est Dragon Ball. On voit le premier satellite, Sputnik 1, en octobre 1957. Puis le mois suivant,
c'est la chienne Laika, à bord de Sputnik 2. En février 1958, les États-Unis répondent en envoyant Explorer 1, leur premier satellite. Et en janvier 1961, c'est le chimpanzé Ham qui est envoyé pour un vol orbital par les États-Unis. Le chimpanzé nommé Ham, choisi entre 8 de ses semblables soumis au même entraînement, a... Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est rentré? Sans le moindre complexe dans son... Il est rentré ou pas? Espèce de Ou alors, au bout d'un moment, ils étaient en mode ok, il est dans l'espace, allez, ciao. Sarcophage de plexiglas, prit l'ascenseur pour la capsule Mercury. En avril 1961, c'est le vol orbital soviétique Yuri Gagarin, premier homme dans l'espace. Aucun animal ne rentre. Aïe aïe aïe. Suivi un mois plus tard par l'américain Alan Shepard. La sonde soviétique Luna 9 se pose sur le sol de la Lune en février 1966, mais 3 ans plus tard, en juillet 1969, ce sont les Américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui marchent sur la Lune. Il est mort là-bas. Putain, ça doit être bizarre d'être genre t'es là, t'es un singe et t'es dans un vaisseau spatial et en fait tu meurs. Mais de faim, de soif quoi. Je sais pas, bref. La science-fiction a produit alors un autre c'est bizarre en fait. chef-d'œuvre. Je t'aime d'Alain Resnais. Je me demande ce que le singe a fait. Est-ce qu'il a pété un câble? Est-ce qu'il s'est mis en boule? Écrit en collaboration avec l'écrivain Jacques Steinberg et également sorti en 1968. C'est un film que Tarkovsky ne connaît peut-être pas, mais que le critique de cinéma Guy Gauthier, auteur d'une monographie sur Tarkovsky, a raison de voir comme celui auquel il se rapproche le plus. Dans Je t'aime, un employé de bureau, Claude Rider, après avoir raté son suicide, accepte de participer à une expérience de voyage dans le temps qui n'a encore été testée que sur des souris. Les scientifiques doivent lui faire revivre 1 minute de son passé, situé 1 an plus tôt. 1 minute. Encore 3 minutes, et on va pouvoir la récupérer. Ah, te voilà, toi. Pourquoi ils ont des grosses couilles? Étais-tu passé? L'expérience rate et Claude se perd dans le temps. Il revit, dans un relatif désordre, le déroulement de sa vie amoureuse d'une extrême tristesse avec Catherine, son ancienne compagne décédée, vis-à-vis de laquelle il éprouve un fort sentiment de culpabilité. Il faut que je me concentre. Tu sais qu'il est 10h30? Je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a, tu es malade? Si Catherine était morte, on l'aurait su. Ça te paraît possible parce que c'est trop simple. Ouah, le son. Tu as entendu parler de Catherine? Le son est de gauche. Je t'aime est un film de science-fiction, mais c'est un récit qui parle moins des possibilités que nous offrira un monde futur que de la conscience d'un homme, de ses tourments, de la façon dont il se débat avec le deuil, le malheur, la culpabilité et la colère. Il faut que je retrouve cette minute. Que je ne pense qu'à cette minute. Oui, c'est ça. Au final, dans ces films, apparemment, c'est souvent le sujet qui revient, quoi. C'est qu'il y a l'extérieur, mais au final, on est plus avec des personnages qui sont pris avec leurs démons intérieurs et qui ont un rapport au réel un peu déformé. Que ça soit le voyage dans le temps, que ça soit l'exploration spatiale, à chaque fois, c'est toujours un prétexte pour dire bon, bah, regardez, au final, il pense à sa femme, il pense à ce qu'il a vécu et il est piégé avec ça. Et du coup, il n'a pas vraiment un rapport au réel, quoi. Moi, j'aime bien, c'est un propos intéressant, hein, parce que c'est pas faux. En mode, on se fait tous un récit du monde et un récit de nous-mêmes, et du coup, on est piégé dans notre conscience. Et du coup, cette idée du réel, c'est abstrait, quoi, mais oui, oui. Stalker, c'est un peu ça aussi. Oui, bah ça m'étonne pas, du coup, c'était un peu son sujet. Hein. Je suis dans l'eau. Il fait beau, pas trop chaud. Non, t'es dans un gros caca, là. Catherine est là. Tarkovsky veut lui aussi détourner le genre de la science-fiction pour en faire quelque chose de différent, en rapport avec la conscience, comme dirait Guibarian. Ce ne sera pas facile. Se détourner complètement du genre n'aura pas plus lieu pour lui que de vivre une vie tranquille dans une datcha. C'est ce que Tarkovsky dira plus tard. Solaris est mon film le moins réussi parce que je n'ai pas réussi à éliminer tous ses rapports avec le genre de la science-fiction. Ok. Oui, son but c'était vraiment de... Ok. Qui avait lu le scénario, avait décelé ma tentative d'éliminer ces facteurs de science-fiction et en avait été contrarié. Il menaça de retirer son autorisation, si bien que nous rédigeâmes un autre scénario que nous pourrions, je le souhaitais, abandonner en douceur pendant le tournage, mais nous n'y parvînmes pas complètement. Après, c'est un petit filou, hein. Genre, il a littéralement les communistes qui lui disent « Oh là là, fais-nous un film comme l'Odyssée de l'espace, parce que les Américains, là, c'est quand même pas mal ce qu'ils ont fait, et nous, on veut notre propre film stylé sur l'espace. » Et lui, il est en mode « Ok, je vais faire un film où je ne vais faire tout sauf de la science-fiction. Je vais essayer d'enlever tous les trucs de science-fiction et de faire un truc un peu émotionnel sur un personnage qui pense à sa femme morte. » Voilà. Vraiment, bon, je comprends qu'au bout d'un moment, les communistes, ils aient pris le somme, quoi.
Un petit peu filou. Bah bien, bah oui. Bah oui, parce que c'est un appareil de parti, quoi. Il est payé par le contribuable. C'est pas une entreprise personnelle. Vous voyez un peu le truc. Bon, après, voilà, c'est le communisme. Le roman commence avec l'arrivée de Chris Calvin sur la station orbitale. En même temps, moi, je veux dire, s'il y a bien un truc que je trouve Golemont, c'est vraiment le communisme vis-à-vis des artistes. Voilà, quoi. En tout cas, tel que ça a été appliqué, je trouve ça tellement bête. Enfin, c'est bon. C'est fatigant un peu. Alors, c'est bon, laissez-les vivre, laissez-les faire des trucs. Et n'évoque jamais les parents du héros. La majeure partie du livre de Lem est consacrée à l'exploration des hypothèses philosophiques qui naîtraient de la rencontre avec une intelligence extraterrestre. Il se termine par le choix du héros d'aller vivre sur Solaris sans savoir ce qu'il y trouvera. Stanislas Lem avouera n'avoir jamais pu regarder le film de Tarkovsky en entier. Il dira en interview que le cinéaste russe n'avait pas tant adapté Solaris que Crime et Châtiment de Dostoïevski. Oui, c'est ça. Déplaçant le sujet du film de la rencontre de l'inconnu à l'exploration de la conscience coupable d'un homme dont la femme s'est suicidée à cause de lui. En 2002, il ajoutera en interview « Le pire, c'est que Tarkovsky a ajouté les parents de Kelvin au récit. Ça m'a rendu malade. Mon Kelvin décide de rester sur la planète sans le moindre espoir. Tarkovsky propose une image sentimentale d'une île avec une petite maison dessus. Quand je pense à l'île et à cette petite maison, j'en ai la chair de poule d'irritation. » Ça me fait rigoler. Ça, c'est l'écrivain, hein. Ça, c'est l'écrivain du bouquin qui a été adapté. Ça me fait trop rire. Dose Stan. Bah non, mais je comprends. Le mec, il fait un livre de science-fiction, il est trop heureux sur l'exploration spatiale d'une planète. Et t'as un gars qui est en mode, ok, je vais adapter ton film. Donc il est trop heureux. Et qui fait un truc avec sa femme morte, là. Solaris sera de nouveau adapté au cinéma par Steven Soderbergh en 2002. Stanislas Lem aima le film encore moins. Ah oui ? Et dire que je trouvais l'adaptation de Tarkovsky mauvaise, commentera le romancier. Si Solaris est un film mal aimé de la filmographie de Tarkovsky, pour lui-même comme pour de nombreux critiques, il sera cependant adoré par Rainer Werner Fassbinder, qui le cite directement. Oh bah oui, mais bon, Fassbinder, quoi. Dans la troisième génération. Einen russischen Film gesehen. Da war ein Bild drin, das war ganz ähnlich wie der Blick von hier oben. Solaris. Solaris ist einer der besten Filme, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Il aura sans le moindre doute influencé le tour singulier que prend son cinéma dans sa dernière période. Puis ce sera Lars von Trier qui s'y référera à 3 reprises. Dans Mélancolia en 2011, qui reprend la peinture de Bruegel, il fait tomber les oiseaux du ciel, image de la fin du monde. Dans Nymphomaniac en 2013, c'est un des films préférés d'Iliès, je crois. Il utilise la même fugue de Bach pour décrire musicalement les différents types de plaisirs recherchés par l'héroïne dans ses relations avec les hommes. Et enfin, dans le dernier épisode de la 3e saison de L'Hôpital et ses fantômes en 2022, où il rejoue, comme un hommage parodique, la séquence en... Vraiment chelou, Lars von Trier, vrai branleur de... Oui. Ah putain, j'ai lu ton message. Ah. T'aurais pu dire les choses simplement, tu vois. Mais oui, il s'est pas fait cancel récemment, lui. Parce qu'il a dit, je comprends Hitler durant le festival de Cannes, je crois. T'as l'idée. Mais oui, mais le problème avec toi, c'est que tu peux donner une idée, mais non, tu donnes pas une idée, tu chies l'idée. L'idée est enrobée de caca, c'est terrible. Il y a genre 12 ans. Oui, ah bon, ça date? Ça fait un bail? Ah ouais? Ça fait 10 ans au moins. Ah bon? Oh là là, bah désolé, moi je savais pas, moi. Je savais pas que ça faisait 10 ans. L'Hôpital et ses fantômes en 2022, où il rejoue, comme un hommage parodique... Il s'est très bien exprimé. Non, moi j'ai écouté Twitter. Twitter, il a dit, il aime bien Hitler, voilà. Séquence en apesanteur sur la fugue de Bach, toujours la même. Andrei Tarkovsky a réalisé ses films pendant la période du dégel de l'Union soviétique. Mais son cinéma, qui s'inscrit tout d'abord avec L'Enfance d'Ivan et Andrei Roublev dans une esthétique du grandiose, voire de la grandiloquence, qui caractérise bien le cinéma russe de son temps, s'en écarte très vite et très nettement sur plusieurs points. Tout d'abord, il refuse à la fois le réalisme, le sentimentalisme et les effets mélodramatiques ou épiques qui entraîneraient une adhésion trop facile du spectateur. Et déjà, dans L'Enfance d'Ivan, l'omniprésence des rêves, les images de la nature, lumineuses ou terribles, les détours que prend le film par rapport à un récit linéaire pour explorer de pures sensations visuelles liées au marais ou à la forêt de bouleau, tout cela est prémonitoire de son cinéma à venir. Dans Andrei Roublev, le prologue, avec un homme qui voyage dans les airs dans un ballon à air chaud puis s'écrase en catastrophe, donne un cadre profondément ambigu au film qui va suivre. Un récit ouvert à la fois sur le besoin de transcendance et le caractère prométhéen de l'inventeur ou du créateur. Quelque chose qui se situe dans une recherche d'apparence contradictoire entre l'état contemplatif et l'action créatrice.
À mesure que son style se déploie, j'allais exactement dire ça. Tarkovsky s'éloigne d'une narration classique et surtout d'une résolution claire, d'une morale du film ou d'une intention du réalisateur évidente, déductible de ce qui est montré. La mise en scène de Tarkovsky d'une très grande exigence formelle. Elle tire parti de tout ce que... Oui, en fait, c'est ça qui est bizarre du coup, c'est que, en fait, je suis un peu paumé, quoi, parce qu'au final, c'est quelqu'un qui t'amène dans un scénario et qui aime bien te perdre. Et par contre, la qualité qu'il a de ce point de vue-là, c'est qu'il a une excellente photographie. Il fait des plans très très beaux, avec des belles lumières, des belles couleurs, des belles mises en scène et tout ça, des beaux cadrages. Mais du coup, je suis un peu perdu, parce que du coup, j'ai bien aimé ça. Mais j'étais paumé quand même. J'ai quand même passé 3 heures à regarder un film où j'étais en mode bon, il y a sa femme morte, quoi. J'avoue, je suis pas convaincu, quoi. Je ne sais pas. peut lui permettre l'espace. J'ai besoin d'en voir plus, peut-être, pour être convaincu. Image en mouvement, des lignes de fuite prononcées, des déplacements des personnages dans l'axe de la profondeur, des confrontations entre le premier plan et le fond. Tarkovsky ne fait presque oui, c'est très arty, quoi. Que jamais de chant contre chant. Ces dialogues font l'objet de plans composés où les personnages se parlent en marchant côte à côte ou en se tournant le dos. Okay. Il privilégie des travelling latéraux aller-retour où on perd des personnages et où on les retrouve. Le style de Tarkovsky, c'est aussi un travail photographique extrêmement poussé sur les textures. Texture des vêtements, texture des objets, de la nature, des fruits, de la peau humaine. Son univers visuel est marqué par l'omniprésence de l'eau, tantôt limpide et douce, tantôt croupissante. Pluie, fuite, étang, marée. Eau pure ou inquiétante, eau qui déborde ou dans laquelle se noient des souvenirs. Dans Nostalgia, la maison de Domenico, traversée par la pluie, rappellera celle du père de Chris à la fin de Solaris. Et il y aura la spectaculaire église Santa Maria in Vittorino, une bâtisse en pierre calcaire jaune, inondée depuis le 19e siècle par une source souterraine qui a émergé du sol. C'est stylé. Il y a également une présence plus discrète mais tenace, insistante, du feu, des bougies, des flammes. Dans les films de l'exil, Nostalgia et Sacrifice, remplis d'une inquiétude apocalyptique, c'est d'ailleurs le feu qui l'emporte de façon spectaculaire. Tous deux joués par le même acteur, Erland Josephson, un personnage, Domenico, s'immole sur la place du Capitole, et l'autre, Alexander, met le feu à sa maison. Ah non, moi j'aime pas les gens qui s'immolent. Ah, non, mais je les aime bien. Enfin, non, c'est pas j'ai pas quelque chose contre eux, mais c'est juste que c'est horrible. J'ai rien dit, Anas, j'ai rien dit. Une image obsessionnelle qui revient dans plusieurs films, c'est celle de la lévitation. La femme allongée dans le miroir, les amants dans Solaris ou dans Le Sacrifice. C'est comme si ces films cherchaient à produire une sorte de vision extatique, comparable à celle de l'extase mystique ou de l'état contemplatif, mais sans pour autant y associer une signification évidente. Chez Tarkovsky, tout choix... Ça me perturbe de fou, genre tu t'auto-cuis. Bah surtout, ça doit être horrible à vivre, quoi. Enfin, vous imaginez quand même, tu te fais immoler. Genre, t'as très mal, enfin, ça doit faire très mal. Ça va faire extrêmement mal. Le représentatif est imprévisible et semble répondre à des critères non narratifs mais sensibles qui nous échappent et que pourtant nous acceptons. Auteur de 2 chefs-d'œuvre reconnus de science-fiction. Ça dépend de la chaleur, mais le feu il est toujours à la même chaleur, c'est con. Solaris et Stalker. Tarkovsky s'est battu toute sa vie avec la notion de cinéma de genre. C'est un combat plus intime qu'il n'y paraît. Tout d'abord, le cinéma de genre était le cinéma majoritaire en Union soviétique comme aux États-Unis. Tu meurs d'arrêt cardiaque? Ah ouais? Quand tu te fais immoler, tu meurs d'arrêt cardiaque? Parce que c'est trop de douleur d'un coup, c'est ça? Si c'est bien chaud, tu meurs ultra vite. Une fois que tes nerfs ont brûlé, ça va. Ah, ça me rassure. Le feu, oui, mais... Ah, j'arrête de lire tes messages, ça m'énerve. Je te jure, ça me saoule. J'ai vu le nota bene sur les têtes coupées qui possiblement reste un peu en vie. Ça va, j'ai donné. Ah oui, les gens, ça a matrixé les gens durant la période de la terreur. Hein. C'est ce qui a donné lieu à une vague de spiritisme durant la Révolution française. Hein. Et surtout après, quoi. C'est précisément cette question de pourquoi les têtes restent en vie après être coupées. Est-ce que s'immoler, c'est pire que se bouillonner? Ça me fait froid dans le dos. Non, à mon avis, être bouillonné, c'est pire. Parce que les nerfs, ils meurent pas, quoi. Tu peux te faire bouillonner plusieurs fois. Tu sens le truc. Stop la discussion immolation. Oui, j'avoue. Il s'est battu toute sa vie avec la notion de cinéma de genre. C'est un combat plus intime qu'il n'y paraît.
Tout d'abord, le cinéma de genre était le cinéma majoritaire en Union soviétique comme aux États-Unis. Films de guerre, mélodrames, science-fiction. Le cinéma russe de son époque produit essentiellement des films populaires pour concurrencer le cinéma américain. Ce qui n'intéresse pas du tout Tarkovsky. L'image filmique authentique se construit sur la destruction du genre, sur la lutte contre le genre, écrit-il dans Le Temps scellé. Oui, bon. L'idéal que l'artiste s'efforce d'exprimer ne peut à l'évidence être confiné aux paramètres d'un genre. Je sais pas, j'aime pas cet avis-là. En fait, je comprends qu'il peut l'appliquer à soi, mais j'aime pas cet avis-là. Alors, calme-toi, en fait. Antonioni. En fait, c'est comme dire... faire une pizza, c'est aller à l'encontre de ce qu'est la pizza. C'est d'essayer de déformer la pizza. Le sens même du fait de faire une pizza, c'est de ne pas faire vraiment une pizza au bout du compte. Ouais, mais déjà, c'est pas donné à tout le monde de savoir faire une bonne pizza. Laisse les gens profiter d'apprendre à faire des bonnes pizzas. Après, peut-être qu'ils interrogeront la forme de la pizza. Voilà quoi. Son genre, c'est de se branler. Bah, je me méfie un peu de ces discours-là. Parce que c'est des discours très art conceptuel et tout ça. Et moi, je trouve que, au fin de compte, c'est un peu des discours qui sont en mode « Oh là là, regarde toutes les portes que j'ouvre ». Parce que dans la destruction du médium, tu peux ouvrir tous les possibles et faire plein de choses. C'est pas faux. Mais au final, pour ce que ça donne, dans l'art contemporain, je trouve que des fois, c'est un peu pauvre. C'est un peu pauvre. Le conformisme. Mais ça devient une forme de conformisme, l'art contemporain. C'est ça que tu comprends pas. Ça devient une forme de conformisme. Parce que t'es là, t'es dans une école d'art, tu fais un truc, et le prof, il te dit « Bon alors, comment tu as essayé d'interroger le médium ?» Et toi, t'es en mode « Bah non, j'ai essayé de faire un beau truc, hein, un truc, voilà, j'ai essayé de bien le faire. » Et lui, il est en mode « Ah bah, c'est pas très intéressant. Y a pas de propos, tu n'as pas déformé le médium. » Je veux dire, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, parce que moi, j'étais dans une école d'art et je faisais de la bande dessinée. Après, ça va, j'avais des profs cool, mais ils comprenaient pas trop mon délire, hein. Mon but, moi, c'était de faire des bonnes BD qui fonctionnaient bien et qui étaient jolies. Et eux, ils étaient en mode « Mais tu veux pas interroger le médium de la BD, essayer de sortir un peu de... » Mais moi, peut-être je le ferai un jour, mais je le ferai quand je saurai bien les faire, déjà. Enfin, c'est bien, mais... Voilà, quoi. Bref. T'as 1 milliard de films de merde par an, de quoi tu parles? Oui, certes, mais c'est pas la question. Je veux dire, faire un bon film d'action, c'est pas évident. Faire un bon film d'aventure, c'est pas évident. Ça demande une réflexion. Pourquoi est-ce que le propos, ça serait forcément de dire qu'on doit aller à l'encontre du genre? Je suis pas d'accord. On peut parler du fait d'essayer d'explorer des sentiers qui questionnent le genre, ou qui lui apportent quelque chose, qui crée une extension de ce qu'est le genre, qui lui donne un nouveau visage. Voilà. C'est Tarkovsky, pas Besson. Oui, mais le propos qu'il tient, il tient un propos sur le cinéma. Un propos général. Il parle pas de lui, là. C'est pour ça que je me méfie de cet énoncé-là. Il pourrait très bien parler de lui. Mais là, ce qu'il dit, c'est l'image filmique authentique. Je me méfie de ce genre d'énoncé, moi. L'artiste s'efforce d'exprimer ne peut à l'évidence être confiné aux paramètres d'un genre. Antonioni, Fellini, Bergman, Kurosawa. Interroger le médium, c'était infernal. Mais non, mais c'est très bien d'interroger son médium. Moi, je suis pas contre la démarche, je trouve que ça donne des belles choses. Par contre, il y a une forme de conformisme qui peut s'en dégager. Et voilà, quoi. C'est lui qui parle, ça, c'est sûr. Oui. Interroger le médium, c'était infernal. Oui, mais c'était jamais assez bien. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est jamais assez bien parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose qui interroge vraiment le médium de manière spectaculaire. Je trouve, hein, dans l'art contemporain. Il y a des très bons artistes contemporains qui arrivent à faire des trucs de dingue, mais il n'y en a pas beaucoup. Par rapport à toute la masse de ceux qui essayent de le faire. Et au contraire, il y en a beaucoup qui arrivent à se satisfaire de simplement entrer dans cette démarche de « Ah, j'interroge un peu mon médium, du coup, regardez, monsieur le professeur, j'ai bien répondu à la consigne, j'ai fait un truc un peu Golemont, du coup, c'est un peu abstrait, et du coup, vous aimez bien, non ?» Et du coup, le prof, il est en mode « Oui, tu as bien compris. » Mais c'est pas pour autant que tu as produit un truc intéressant. Tu as juste suivi la consigne, qui est une consigne de déconstruction d'un médium. Oui, bon. Ah. Bref. Moi, je me méfie un peu de tout ça. Hein. Dovzhenko, Vigo, Mizoguchi, Satyajit Ray, Buñuel ne ressemblent qu'à eux-mêmes. La seule notion de genre a la froideur d'un cadavre.
Les admirations de Tarkovsky seront d'ailleurs souvent réciproques. Antonioni lui montrera de l'amitié lors de son exil en Italie. Après, je comprends un peu mieux son avis là. En mode, oui, regardez ces cinéastes-là, ils se ressemblent qu'à eux-mêmes. Oui, mais est-ce que ça veut dire que ils ont forcément voulu sortir du genre? Je sais pas, c'est... Même. La seule notion de genre à la froideur d'un cadavre. Genre, Kurosawa, il a fait un genre qui est le sien. Il a fait un genre qui est classique, même au Japon, en fait. C'est juste qu'il est très bon et qu'il l'a fait avec ses propres cadrages, ses propres mises en scène, inspiré du western et compagnie. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a, qu'il a trahi le médium, qu'il l'a complètement... Enfin, voilà. J'ai interrogé un médium, puis il m'a dit que ça fait 60 €. Oh là là, c'est vraiment drôle, ça. Les admirations de Tarkovsky seront d'ailleurs souvent réciproques. Antonioni lui montrera de l'amitié lors de Putain, je suis vraiment écrit, pardon. son exil en Italie, et Bergman déclarera à propos de son cinéma « Je me trouvais soudain devant la porte d'une chambre dont jusqu'alors la clé me manquait. Tarkovsky cherche à faire un cinéma qui n'existe pas encore. Un cinéma qui ne s'autorise que de lui-même, qui ne se pense... À la limite, c'est respectable de vouloir faire ça. ...qu'à partir du déploiement de sa propre matière. Le cinéma est ce qui peut être créé avec les moyens du cinéma, et seulement du cinéma, écrit Tarkovsky. L'affaire réside entièrement dans la maîtrise du matériau et dans le matériau lui-même. Et le maître est celui qui reconnaît dans le matériau l'œuvre qu'il peut en tirer. Ouais. De toute façon, comme ce fut le cas pour Bergman, ce qui nous bouleverse quand on voit un film de Tarkovsky, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi il fonctionne comme ça, mais on sait qu'il ne peut pas fonctionner autrement. Andrei Tarkovsky a souvent été vu comme un mystique. Il a même pu être décrit comme le plus mystique des cinéastes. Mais cette idée est complexe, discutable. Tarkovsky est un homme de foi, sa quête est spirituelle. Pourtant, dans son journal, Tarkovsky se définit lui-même comme un agnostique, car il n'a pas de savoir concernant sa foi. Il peut embrasser à la fois l'orthodoxie, le bouddhisme, l'hindouisme, le chamanisme, le taoïsme, et surtout toutes les formes de parapsychologie ou de phénomènes psy. Voyance, télékinésie. La véritable religion de Tarkovsky est l'art. Il cherche à produire un cinéma si purement artistique qu'il en deviendrait presque impersonnel, comme le sont pour lui les manifestations les plus hautes du génie artistique. Jean-Sébastien Bach, Léonard de Vinci, Léon Tolstoï. L'homme est toujours insatisfait, n'aspirant finalement pas à des objectifs... J'ai pas précisé, mais je parlais des profs en école d'art. Dans le concept, c'est toujours cool de se remettre régulièrement en question. Mais moi, je ne... En fait, quand je parlais de conformisme, c'est que je suis d'accord avec toi, c'est très très bien. Et de ce point de vue-là, dans l'instruction artistique, c'est très très bien. Mais par contre, moi, je pourrais te soulever déjà deux problèmes. C'est que ça produit une forme de conformisme dans les écoles d'art. Parce qu'au final, un travail pensé différemment, à savoir qu'il ne questionne pas forcément, mais qu'il cherche à être bien fait, déjà dans le cadre d'un genre, ça n'est pas valorisé. Et par extension, deuxième problème, c'est que du coup, on se focalise beaucoup moins sur le fait d'apprendre à des élèves à déjà bien faire quelque chose pour ensuite questionner le médium. Et ça, je trouve que ça appauvrit énormément l'art. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des gens qui veulent questionner le médium de, je sais pas moi, la peinture, mais ils savent même pas encore dessiner un portrait. Tu vois ce que je veux dire ? Vite fait vu, en effet. Oui, voilà. Faut se démerder à l'on. Mais oui, et ça, c'est un grand truc de la frustration des écoles d'art, surtout des facs. C'est qu'au final, t'arrives et on te tient un discours intellectuel sur oui, questionner l'art, nanana. Mais à quel moment t'as un prof qui va t'apprendre à faire déjà bien les choses, en fait ? À la limite, si t'as de la chance, il y a un cours de modèle vivant, il y a un cours de sculpture, tu fais 2-3 trucs. Mais même les profs, des fois, dans ce cours-là, bon, ils vont déjà très très vite, dès la première année, t'emmener sur des sentiers de... il faut que... Voilà. Mais moi, je trouve pas ça bien, je trouve pas ça sain. Je trouve pas ça sain parce que ça habitue les élèves à se dire qu'ils doivent faire ce type en fait, ils doivent faire ce type d'art qui interroge le médium pour avoir des bonnes notes, mais surtout pour espérer aussi intéresser le public du monde de l'art. Du coup, ça produit des artistes qui techniquement sont pauvres et qui conceptuellement essayent de hacker un peu le jeu en produisant des œuvres qui potentiellement vont percer un peu cette chape de plomb artistique et intéresser dans une exposition quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Et du coup, ils sont pauvres techniquement, et du coup, ça fait rêver des élèves. Alors que la vérité, c'est que si tu veux en faire des bons artistes, apprends-leur déjà une technique, apprends-leur déjà à être bon, et après, fais-leur questionner le médium. Je veux dire, la plupart des courants artistiques qu'il y a eu en peinture, par exemple, c'est d'abord des peintres qui se sont retrouvés à l'école
à apprendre à faire 10 fois le même dessin de nu pour ensuite potentiellement le questionner comme les impressionnistes et compagnie. Bon, après, des fois, il y a des exceptions, genre il y a des Magritte qui à la base sont pas d'excellents dessinateurs ou des trucs comme ça. Mais voilà, en fait, ça habitue. Au final, c'est très mercantile. C'est ça qui est pourri un peu dans ce monde-là. C'est que être un artiste dépend du fait de créer de l'art dans un contexte où cet art intéresse des acheteurs qui vont potentiellement te permettre de vivre de ça, donc des galeristes, des acheteurs, etc. Du coup, les écoles d'art veulent te faire aller dans cette direction parce qu'ils ont conscience de ce que tu dois faire pour potentiellement intéresser. Mais du coup, ça crée des artistes qui sont mauvais. Parce que ça crée des artistes qui veulent pas perdre le temps de ne pas intéresser. Et d'essayer de travailler un truc qui est moins intéressant pour ensuite essayer de faire un truc intéressant. Voilà, moi je le vois un peu comme ça. J'ai du mal à le formuler, mais... Moi aussi je voulais Dante, mais j'ai pas d'abochrone. Questionner le médium, c'est aussi se limiter à parler aux 4 personnes qu'il connaît suffisamment pour que ça les intéresse. Oui, mais c'est pour ça aussi que le monde de l'art, moi, il peut m'énerver de ce point de vue-là. C'est le fameux truc de Franck Lepage. En mode, il rentre dans la maison de l'art d'Amiens, là, et il voit des bassines avec de l'eau ou du sable, je sais plus, qui vient de plein de pays avec des photos, et il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qui ça intéresse? Et c'est vrai qu'il y a une rupture. Il y a une rupture parce que ça produit un art bourgeois, un art de référence. Vous savez, c'est comme... en fait, c'est comme être sur le stream d'Ilias et n'avoir aucune référence des artistes dont il parle. Sauf que là, la différence, c'est que c'est des bourgeois et qui parlent de peinture et qui parlent d'art. Merci Pink Flamingo pour le sub offert à Sodome. C'est pareil, sauf que là, il y a un truc de classe très fort et vis-à-vis d'Ilias, bah, c'est durable, donc c'est pas vraiment les bourgeois. Quand bien même, des fois, il y a un peu un lord de journaliste bourgeois qui s'entresuce, petite coupe de champagne à la main en mode « Ah, tu connais tel rappeur, très très bon, il est passé chez Bouscapé, voilà. » Ça commence aussi à devenir un peu ça, hein. Bref, bien sûr. Il y a aussi ce monde-là qui existe. Mais en tout cas, le problème de l'art, c'est que ça n'est... En fait, vu que pour vivre de l'art, il faut avoir des acheteurs qui ont beaucoup de sous, au final, tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de ce petit milieu-là. Et du coup, c'est pas un art populaire. Et moi, je critique beaucoup ça, en vrai. Je critique beaucoup ça. C'est que moi, je l'ai vu, hein. En fait, j'ai fait des stages dans des collectifs d'artistes. Je les ai vus monter des spectacles. J'ai grandi avec un père clown. J'ai vu des clowns réussir à faire rire n'importe qui sur scène. Des prolos qui sont en mode « Ah, let's go, des clowns trop marrants. » Et j'ai vu des Jean-Michel Cirque qui ont voulu faire des trucs un peu conceptuels se casser la gueule devant un public un peu prolo parce qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, quand bien même leur bonne intention c'est de questionner un peu le médium et de faire un truc abstrait, bah au final c'est pas divertissant. Au final ils apportent pas ce truc populaire en fait. Donc moi j'ai du respect pour les arts populaires aussi. Je trouve qu'on se fout un peu de la gueule du monde quand on espère juste se faire de la thune avec de l'art alors que des fois on pense pas à l'aspect populaire, à l'aspect divertissant aussi de ce qu'on fait. Il faut respecter le divertissement. Voilà ce que m'a enseigné le fait de grandir avec un clown et de connaître des artistes. Il faut respecter le divertissement. Il faut arrêter de se branler la nouille sur l'histoire de l'art. Sincèrement. Respecter le divertissement et sa simplicité. C'est pas évident d'être simplement divertissant. Ça s'apprend, c'est dur, et c'est pour ça que je respecte les clowns. Parce que c'est ça aussi, c'est l'apprentissage de ça. D'être simplement, efficacement divertissant. Drôle. Dans la gestuelle, dans le corps, dans les expressions du visage. Simple. Il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est en quelques gestes, en quelques mouvements, en quelques expressions, tu dois pouvoir faire rire. Et c'est déjà autre chose que de se branler la nouille sur l'histoire de l'art, désolé. Bref. Moi, je préfère voir l'art aussi comme ça, quoi. Donc c'est une question de technique. Une question de technique avant tout, aussi. Léon Tolstoï. L'homme est toujours insatisfait, n'aspirant finalement pas à des objectifs concrets et finis, mais à l'infini, écrit Andrei Tarkovsky dans Le Temps scellé. Même les... Et après, justement, en fait, par exemple, si je prends la métaphore des clowns, vous pouvez avoir le clown de base, gros nez rouge, pimpon, avec le clown blanc derrière, l'Auguste et le clown blanc qui vont faire le gag, voilà. Et puis après, voilà, vous avez des branches, vous vous retrouvez avec les clowns russes qui font des trucs un peu poétiques.
qui restent des clowns, qui essayent de faire rire, mais il y a une dimension poétique, un peu nostalgique, bizarre. Mais c'est pas grave, parce que à la base, c'est un clown qui sait faire son taf. C'est juste qu'il ajoute une couche. Il crée une extension au domaine du clown. Vous voyez ce que je veux dire? Il crée une extension au domaine du clown. Il n'est pas en train de se branler sur le fait de faire un truc complètement différent. Il crée une extension. Magritte disait un truc du genre, l'art, ça ne se discute pas, ça se ressent. Oui, aussi, oui. Et la bataille en école d'art conceptuelle et l'illustration. On faisait du commercial pour les gens de l'art, alors que la réalité, il essayait de vendre 4000 € avec des cubes de béton conceptuel. Mais oui, mais le pire, c'est qu'il y en a qui arrivent. Et en plus, le mensonge dans tout ce milieu-là, c'est que ceux qui y arrivent aussi, il y a une logique de classe. Ça veut dire que le fils d'eux connaît un galeriste à Paris, quoi. Et toi, tu le connais pas, ce galeriste. Toi, t'es là à essayer d'être exposé au frac de ta région, et globalement, ça va pas te rapporter une thune. Et tu vas finir par être prof. À la limite, si t'as de la chance, tu vas finir par être prof. Tu peux essayer de faire guide de musée, mais globalement, tu vas finir par craquer, parce que c'est un peu un métier de merde, un peu ingrat. Même si c'est bien mieux que des tas d'autres métiers, c'est un peu ingrat, dans la plupart des cas. Être guide, médiateur, machin. Donc voilà. C'est pas ouf, hein. Ça reste un truc très... Il y a un entre-soi dans le monde de l'art. Et c'est pas étonnant d'ailleurs que ça se privatise beaucoup, hein. Et d'ailleurs, c'est un des trucs qui est le plus horrible avec ça, c'est que la privatisation des écoles d'art, les écoles d'art privées font exactement ce qu'il faudrait faire. Ça veut dire qu'elles forment techniquement, correctement des élèves, et après, potentiellement, on interroge le médium. Et quand tu vas dans une fac ou une université, bah, généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. On te dit d'interroger le médium, et la technique, débrouille-toi. Et c'est horrible, parce que du coup, t'es là, t'es pauvre, toi, t'as juste envie d'apprendre l'art, et du coup, si tu payes pas, tu vas dans ces écoles qui vont juste te faire interroger le médium, et t'auras pas de technique, on va pas t'apprendre une technique. Et moi, je trouve que c'est ça qui m'a rendu triste aussi en constatant ça, par exemple, dans la BD, dans le dessin, c'est que tu as des gens pauvres qui peuvent venir de cité et tout ça, parce que j'en connaissais à Amiens-Nord, beaucoup de dessinateurs d'Amiens-Nord et tout ça. Des jeunes qui ont plein d'énergie et tout ça, mais ils n'ont jamais fait d'école, ils n'ont jamais eu de cours particuliers, ils ont toujours dessiné, ils sont plutôt bons. Mais ça n'a rien à voir avec la brute de 18 ans, fils de bourge, dont les parents lui ont donné des cours particuliers et qui a fait une prépa. Ça n'a rien à voir. Parce que lui, il a 18 ans, il comprend déjà ce que c'est qu'un painting sur Photoshop. Voilà. Alors que l'autre, le mec d'Amiens-Nord qui essaye de faire de la BD, il a recopié Sangoku 50 fois, il arrive à te faire un manga à peu près correct. Par contre, tu le mets devant Photoshop, il est perdu. Et du coup, il y a un problème avec ça. Moi, la privatisation, elle me fait peur au niveau artistique. T'as fait quoi comme étude, toi? Moi, j'ai fait 2 ans de cinéma d'animation. Avant ça, j'avais fait 1 an. En fait, mon parcours, c'est ça. J'ai fait 1 an dans une école d'art où je me suis confronté à ce truc de conceptualisation. Ça m'a fait chier. Il y avait plein de profs absents. Donc, j'ai fini par rage quit cette école. Et j'ai juste fumé de l'herbe en ayant la bourse jusqu'à l'année suivante. Année suivante, j'ai postulé pour une école de cinéma d'animation qui coûtait très cher. Rubica Supinfocom à Valenciennes. J'ai été prise. J'y suis resté 2 ans. Et globalement, j'ai 3 personnes de ma famille qui se sont saignées pour essayer de me payer cette école. Au bout des 2 ans, j'ai été viré parce que j'avais des problèmes de dysphorie assez forts. Et donc, j'entrais en dépression très forte et j'arrivais pas à aller en cours, être assidu. Et donc, j'étais sur la sellette très très vite. J'ai été viré, mais en tout cas, j'ai constaté dans cette école d'animation à quel point il y avait une différence entre ce qu'on me disait dans une école d'art et ce qu'on me disait là. Voilà. Après, il y a eu la transition, il y a eu 2 ans d'errance où j'ai fait service civique, mission locale parce que j'avais rien. Et ensuite, j'ai été reprise dans une école d'art à Amiens où j'ai fait une licence 3 une licence de bande dessinée. Et j'ai fait 2 ans de master en art plastique, spécialisation ethnologie de l'art. Et finalement, je n'ai pas validé ma dernière année parce que je suis devenue Moufette, la putain de streameuse Golemont qui fait des BD. Et que ça m'a pris beaucoup de temps au début de faire des BD et de construire un peu le fait de streamer et d'essayer d'en vivre aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, je vis de vos dons, hein, rappel. Hein. Mais voilà, mon parcours, c'est un peu ça. Voilà. Des objectifs concrets et finis, mais à l'infini. C'est bien Amiens? Ouais, je recommande, ouais. Et d'ailleurs, ils vont développer un master en bande dessinée. Donc c'est pas mal. En vrai, c'est bien.
écrit Andrei Tarkovsky dans Le Temps scellé. Même l'Église est incapable d'étancher cette soif d'absolu de l'homme, car elle n'existe hélas que comme un appendice, un calque, une caricature des autres institutions sociales chargées de gérer notre vie quotidienne. Dans le contexte de cette situation, la fonction de l'art me paraît être d'exprimer l'idée de... Du coup, je l'écoutais pas du tout. L'homme est toujours insatisfait, n'aspirant finalement à des objectifs concrets, n'aspirant pas à des choses finies, mais à l'infini. Oui, je vois un peu ce qu'il veut dire, le désir, dans le sens, genre le désir, dans le sens où ce à quoi t'aspires, c'est le désir, et une fois que les choses sont finies, t'es triste. C'est vrai. Même l'Église est incapable d'étancher cette soif absolue de l'homme. Elle n'existe hélas que comme un appendice, un calque, une caricature des autres institutions sociales chargées de gérer notre vie quotidienne. Ouais, j'ai moins compris ça. Capable d'étancher cette soif d'absolu de l'homme, car elle n'existe hélas que comme un appendice, un calque, une caricature des autres institutions sociales chargées de gérer notre vie quotidienne. Dans le contexte de cette situation, la fonction de l'art me paraît être d'exprimer l'idée de la liberté absolue du potentiel spirituel de l'homme. L'humanité n'a jamais rien créé de désintéressé, si ce n'est l'image artistique. Et peut-être que toute l'activité humaine... Un discours un peu de base sur l'art, ça, en vrai. ...trouve son sens dans la création d'œuvres d'art, dans l'acte créateur absurde et gratuit. C'est ça, quand vous entrez en école d'art, en cours d'esthétique, justement, on vous dit ça directement. Genre, premier cours, on vous dit... oui, en fait, il faut avoir conscience que vis-à-vis de tout le reste, ce qui différencie l'art, c'est que c'est désintéressé, globalement. Ce qui n'est pas faux, et ce qui est en même temps faux parce que ça a une valeur. Une valeur espérée. C'est ce que je disais sur les élèves qui espèrent devenir artistes en faisant des œuvres qui coûtent 4000 balles. Quoi. Tarkovsky est conscient de la difficulté représentée par ses films. Ce discours, en fait, ce discours sur l'art comme étant quelque chose de désintéressé, je le trouve un peu golemont. Parce que, voilà, est-ce qu'on peut pas avoir un discours un peu matérialiste aussi? Ok, c'est quelque chose de désintéressé dans le sens où ça n'a pas de valeur. C'est-à-dire que quand t'es là dans la forêt et que t'empiles des branches pour faire un bonhomme, oui, tu fais de l'art. Et c'est désintéressé. Oh, pourquoi ça reset? Et c'est désintéressé, effectivement. Le temps scellé. C'est désintéressé, effectivement. Mais est-ce que les gens produisent de l'art? Les gens espèrent en vivre, en fait. Voilà. C'est comme la poésie. C'est comme dire... être un poète, c'est désintéressé. On se contente de parler de la beauté du monde et des états d'âme. Oui, mais il y a des gens, ils ont vécu, ils ont gagné de la thune en étant des poètes. Donc il y a une rétribution. S'ouvre sur les remarques peu élogieuses que lui firent des spectateurs à la sortie de son film Le Miroir. Je viens de voir Le Miroir. J'ai presque envie de dire que des fois, c'est aussi un discours un peu bourgeois de parler de l'art comme étant quelque chose de désintéressé. Précisément parce que c'est des gens qui ne se soucient pas de se dire qu'ils vont avoir besoin de gagner de la thune pour être un artiste, quoi. Lui dit un ingénieur de Leningrad. Et je suis resté jusqu'à la fin de votre film. Pas leur première préoccupation. Malgré un mal de tête attrapé au bout d'une demi-heure, à force de vouloir comprendre quelque chose. Je viens de voir Le Miroir, lui dit un mécanicien de Kalinine. Camarade réalisateur, il me semble qu'on ne peut pas considérer ce film comme normal. Je vous souhaite du succès pour l'avenir, mais n'en faites plus de pareil. L'art désintéressé tient bof quand tu analyses la manière dont l'art a été pratiqué historiquement. Oui, et puis cette tendance justement à avoir un discours du type « Oh là là, regardez en fait... » La vraie explosion de l'art, c'est quand les artistes se sont arrêtés de faire des commandes pour l'église et du coup ils ont eu la possibilité de vivre de leur art. Non. En fait, c'est un discours très libéral qui est pas faux. Ça veut dire que ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ça a permis à beaucoup plus d'artistes d'être libres de faire des trucs et tout ça. C'est pas un souci. Mais la contrainte économique existait toujours en fait. Et donc, globalement, s'il fallait faire des commandes pour vivre, il ferait des commandes pour vivre, en fait. Ça a toujours été le cas. C'est juste que c'est mis en place les mécènes, les machins, les trucs. Bref. Il n'y a rien de plus communiste. De quoi? De faire des commandes et d'être payé pour ça? Oui, et moi, j'aime pas trop, moi, j'avoue. Merci Palmier pour les 200 bits. Super intéressant, les tunnels sur l'art. Merci pour tes streams désintéressés. Moi, sur l'art, je vais plus avoir un avis en mode ce qui permettrait vraiment à l'art de devenir trop stylé, c'est le salaire à vie. Vous voyez? Et un autre c'est une logique de ce type-là. C'est les 1000 balles de Mélenchon. Imaginez demain, vous avez 1000 balles. Je veux dire, demain... Au lieu de vous stresser, de vous dire que vous allez devoir retourner chez votre daronne au RSA et que bientôt Macron va sucrer le RSA, vous pouvez vous dire, ok, pendant un an, je vais me mettre sur Unity, je vais me mettre sur, je sais pas moi, RPG Maker, et je vais essayer de faire un jeu. Et vous essayez de le faire et vous produisez un jeu. Mais en fait, vous vous rendez compte que dans une situation comme celle-ci,
le nombre d'œuvres d'art est multiplié par 10 en très peu de temps. Parce que les gens, ils auront le temps de le faire, en fait. Et ça offre une valeur culturelle immense au pays. Hein. Enfin, je veux dire, si demain on arrive à faire ça, je pense qu'il y aura tellement d'artistes qui essaieront de faire des trucs que ça va élever le niveau. Il y aura plein d'œuvres d'art, il y aura plein de le cinéma, il y aura plein de trucs, machin et tout. Il y aura beaucoup plus de jeux vidéo français, beaucoup plus de films français, beaucoup plus de... Et derrière, ça résonne. Et donc, ça ramène de la thune. C'est pas seulement une contribution, c'est pas seulement genre l'État paye des fainéants. Non. L'État fait élever le niveau culturel reconnu à l'international, en permettant à des artistes de ne pas se soucier du fait de crever de faim. Et de leur permettre de potentiellement vivre avec 1 000 € par mois et de s'entraîner à faire de l'art meilleur, quoi. Trop d'accord, le RSA m'a carré si longtemps. Bah oui. Voilà. De toute façon, il y a pas que les 1050 balles. En vrai, dans le truc de Mélenchon, il avait aussi une réforme pour la BD, notamment, de faire une caisse. Moi, je trouve qu'une caisse des artistes, ça serait très très bien. Ça veut dire que les artistes sont libres, ils font des œuvres. Ils sont libres, ils font des œuvres. Et par contre, quand ils commencent à percer, et que, par exemple, leur œuvre va se vendre 50 000 balles, et ben là, l'État, il commence à ponctionner quand même beaucoup plus sur la vente. Par exemple, il va aller chercher à hauteur de 40%. Et une partie de ce surplus va être mis dans une caisse pour les artistes. Et les artistes beaucoup plus jeunes, beaucoup moins valorisés, peuvent, c'est comme le CNC au final, ils peuvent aller faire valoir un projet. Et si ce projet est accepté, ils peuvent bénéficier, comme le CNC, 15 000 balles pour faire leur truc. Sauf que moi, j'aimerais que ça puisse s'étendre à tous les domaines de l'art. Le CNC, c'est pour l'image, c'est pour le cinéma. Moi, je pense qu'il faut une caisse comme ça pour la BD. Il faut une caisse comme ça pour la peinture. Il faut une caisse comme ça pour la musique. Voilà, plein de choses comme ça, vous voyez. Il faut étendre le format CNC, mais il faut l'étendre à tout le reste. Il faut collectiviser la musique, collectiviser la peinture, etc. Plutôt que d'avoir des studios de merde, là. Des espèces des studios qui finissent par voler les masters des artistes et compagnie et aller foutre dans la merde. Autant faire comme ça, autant collectiviser une caisse de l'art, quoi. De Sverdlovsk, plus pervers, proche de certains commentateurs de vidéos YouTube. Je m'étonne que les gens responsables de la distribution... Ça, c'est la réforme Hugo, on récupère la thune du domaine public pour les retraites des artistes vivants. En vrai, c'est intéressant, ça, tu vois, aussi. Oh, oui. Des films chez nous, en URSS, et pu commettre une pareille bavure. Oui, je vous jure, parce qu'il y aurait plein de gens, ils seraient complètement fous. Tu leur dis, ah là là, demain, on va récupérer la thune de l'œuvre de ton daron qui est mort, et cette thune-là, alors que toi, tu es héritier de ton daron qui s'est saigné pour que, en tant qu'artiste, tu puisses avoir accès à cette thune-là, eh ben, tu n'y as pas accès. Mais en fait, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, frère. Parce que ça va tellement bénéficier à plein d'artistes. Genre, le pays va rayonner culturellement. Puis au pire, t'avais qu'à être artiste. T'avais qu'à demander à ton daron de t'apprendre, quoi. S'il y a une quantité astronomique d'artistes, je suis pas sûr que ça ira dans le sens d'être rentable. Je suis peut-être trop matrixé par le temps. C'est de l'argent quand t'as accès au temps de tout le monde. En fait, c'est comme le sport. Plus t'as de clubs de sport, plus t'as des champions qui peuvent sortir du lot. Enfin, c'est aussi simple que ça. C'est pareil pour l'art. Plus t'as d'artistes, plus t'en as qui sortiront du lot et qui auront vraiment un truc de fou. Voilà. En espérant que tous les autres puissent au moins espérer vivre un peu de ce qu'ils font, en attendant de potentiellement pondre un truc de fou. Parce que pondre un truc de fou, c'est pas une histoire de génie. Hein. C'est aussi des fois une histoire de travail de longue haleine. Des fois, un artiste, il est mauvais pendant 20 ans, et au bout de 20 ans, il a compris comment être bon. C'est pas seulement le petit génie Mozart qui a appris le piano à 3 ans. Hein. Faut pas voir les choses comme ça. Voilà. Les films de Tarkovsky sont ambigus. C'est quelque chose qu'il recherche lui-même dans l'art. Son peintre préféré est Léonard de Vinci. Tarkovsky est intéressé par le fait que ses peintures puissent être perçues de façon contradictoire, comme le portrait de la jeune fille aux Genièvres. Elle possède quelque chose d'indiciblement merveilleux, écrit Tarkovsky dans Le Temps scellé, et en même temps de rebutant, de presque diabolique, ce charme négatif qui a quelque chose de dégénéré et de beau. L'impact émotionnel que l'image de cette femme produit sur nous tient précisément à l'impossibilité de choisir en elle quelque chose de déterminé, d'achevé. En essayant d'approcher son sens, nous nous engageons dans un labyrinthe sans issue. Et c'est ce tableau qui va devenir le modèle même de ce qu'il va chercher dans le cinéma.
Comme le tableau de Léonard de Vinci, le film est beaucoup plus qu'il ne paraît s'il s'agit d'un véritable film et contient toujours davantage d'idées et de pensées que celles que l'auteur a pu consciemment y introduire. Oui, on peut l'interpréter, quoi. Comme la vie fluide, changeante, donne à chacun la possibilité de ressentir et d'interpréter à chaque instant à sa façon, de même fait un véritable film qui fixe avec précision sur la pellicule le temps, qui dépasse les limites de son cadre. Après, c'est pas évident quand même de se dire je vais produire une œuvre et j'espère que les gens pourront interpréter. Je sais pas comment tu fais, tu laisses des moments de contemplation, tu laisses des moments de flou, et après les gens interprètent, oui, c'est un peu ça la recette. Mais bon. Le film vit dans le temps, si le temps vit en lui. C'est pour ça, même moi je trouve que c'est aussi un truc réfléchi. Le cryptique, c'est une technique. Je le vois comme ça. C'est-à-dire, il faut pas seulement être dans le truc, pour moi, hein, pour faire une bonne œuvre d'art interprétative, il faut pas non plus être dans le truc de se dire « Oh là là, je vais faire un truc contemplatif, un peu bizarre, abstrait. » Et voilà. Non, des fois, le plus intéressant, c'est de construire le sens. Et quand on produit l'œuvre, on réfléchit au sens morcelé. En fait, le meilleur exemple, c'est un Dark Souls. Je peux vous jurer que les studios qui produisent Dark Souls, là, tous les gens qui travaillent sur le lore, il a un sens. Par contre, la manière dont il est disséminé et distribué dans le jeu fait qu'on comprend rien. Mais par contre, on vit avec cette sensation d'interpréter un lore obscur, cryptique et tout ça. Le cryptique, c'est une technique. Où est-ce que tu mets du signe et où est-ce que tu enlèves du signe? Et les signes que tu laisses doivent permettre de faire rêver et d'interpréter. Mais du coup, c'est une réflexion sur le signe. Où est-ce que je mets du signe, où est-ce que j'en mets pas? C'est une technique, ça. C'est pas seulement... Justement, il y a beaucoup d'artistes qui peuvent penser que très facilement, il suffit de faire un truc un peu Golemont et d'un coup, les gens vont se mettre à rêver. Non. Non. Il y a plein de gens qui ont fait ça. Si tu veux vraiment être intelligent, il faut que tu penses le tout et que tu produises quelque chose de morcelé. Sinon, c'est lâche. Bah, c'est pas que c'est lâche. C'est que c'est facile. Après, ça peut marcher hein, dans cette forme de facilité. Ça peut marcher, mais ça va pas produire un banger, quoi. À mon avis. Ou alors, c'est beaucoup plus rare. Alors que tu peux travailler la technique du cryptique. Tarkovsky essaye de faire un film qui résonne de façon intime, différemment pour chaque spectateur. En ceci, la planète Solaris, qui analyse la pensée des cosmonautes et leur envoie un visiteur, expression de leur douleur, de leur conscience coupable, de leur nostalgie ou de leur désir, peut être vue comme une image de son cinéma. Un grand film est un film différent pour chaque personne, à chaque fois qu'il le voit. Un grand film ne dit jamais deux fois la même chose. Il faut élaborer un principe qui permette d'agir sur le spectateur d'une façon individuelle, écrit encore Tarkovsky, qui fasse d'une image totale une image privée, comme c'est le cas en littérature, en poésie, en peinture ou en musique. Et le secret me paraît être le suivant, montrer le moins possible pour que de ce moins, le spectateur puisse se faire lui-même une idée du tout. Oui, c'est un peu ça. L'image au cinéma... Mais du coup, ça demande une réflexion sur le tout, avant de disséminer le moins. Selon mon point de vue, doit être fondée là-dessus. Alors, que nous dit Solaris cette fois? Solaris nous parle de notre propre faiblesse par rapport à notre tâche. Comme les chasseurs dans la neige de Bruegel, il nous parle de la façon dont notre désir profond de sécurité, de retour en arrière, de retour familier, rend périlleuse la confrontation avec l'inconnu. Il nous explique pourquoi la science-fiction n'existe pas vraiment, pas encore. Parce que nous n'en sommes pas capables, parce que nous sommes remplis d'images du passé, et parce que nous ne la désirons pas vraiment. Nous ne désirons pas vraiment l'avenir. C'est ce que dit Snout. Moi, ça m'intéresse, j'ai envie de comprendre. Рвущегося к цели, которой он боится, которая ему не нужна. Человеку нужен человек. La question de la nostalgie et de la reproduction du modèle ancestral est au cœur du cinéma de Tarkovsky, mais peut-être moins comme un horizon, un idéal, que comme une entrave, une chaîne. Si à travers ce que l'écrivain Stéphane Duménildo appelle les polaroïdes de la campagne russe de Tarkovsky, des paysages qu'on ne peut même plus appeler russes tant ils sont irréels, la nostalgie pour le monde traditionnel est présente dans Solaris sous le miroir, tous deux réalisés en Union soviétique, Nostalgia et le sacrifice, pourtant tous deux réalisés en Europe de l'Est, alors que Tarkovsky sait qu'il ne retournera pas en Russie, raconte les tentatives de se libérer de cette nostalgie comme d'une prison psychique, une prison de l'âme. C'est un problème majeur pour les explorateurs, pour les artistes, et même pour tout être humain. C'est un problème à la fois éthique et esthétique. Qu'est-ce que quitter la Terre?
La conquête spatiale n'a fait que souligner cette grande difficulté que... Au final, l'Odyssée de l'espace, il y a un peu ce même propos. La fin du film, là, où il est dans sa capsule et il est en mode plein de lumière. Bah, c'est un peu ce truc-là aussi, quoi. Qu'est-ce que l'espace? Qu'est-ce que la réalité? En dehors de la réalité. Qu'est-ce que quitter la Terre? La conquête spatiale n'a fait que souligner cette grande difficulté que représente pour l'homme l'acceptation de l'inconnu. Oui, en fait, au final, ce qui est intéressant, c'est que le film, au final, l'Odyssée de l'espace, la fin du film a à peu près le même propos que le film de Tarkovsky. C'est-à-dire que dans l'Odyssée de l'espace, on comprend pas ce qui se passe, on a des lumières, machin, le personnage qui... Enfin, on comprend plus. Ben là, c'est pareil, sauf que on comprend plus, c'est... On comprend pas pourquoi on est sur une planète et qu'il y a des êtres qui reviennent à la vie et on sait pas ce qui est réel ou pas. Et du coup, on est perdu dans ce truc qui nous paraît réel mais qui ne l'est pas. Du coup, enfin bon, bref, le propos, l'interrogation est un peu la même aussi, un peu. Elle n'a fait que souligner cette grande difficulté que représente pour l'homme l'acceptation de l'inconnu. William Burroughs en était rendu... Sauf qu'à la fin de l'Odyssée de l'espace, c'est présenté comme un truc fascinant, non pas joyeux, parce qu'il y a un côté terrifiant, mais ça valorise cette exploration de quelque chose de complètement fou, en fait. Quand il y a toutes les lumières et tout ça. Il me semble que c'est le trou noir, hein, c'est parce qu'il rentre dans un trou noir, non? C'est ça? C'est quoi déjà la fin de l'Odyssée de l'espace? Pourquoi il voit plein de lumière comme ça? Est-ce qu'il rentre dans un trou noir? Je sais plus. Ou alors il se barre dans l'espace très loin. Il avait réalisé la fin d'Interstellar, le héros se serait perdu dans le trou noir fin. Oui, voilà, limite, oui. Merci Kaja. Merci beaucoup pour le Prime. Je veux dire Interstellar? Non, 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 non. Je crois que je l'ai jamais vu en entier pour de vrai. Non, je parle de ça. Attendez les gens. La fin de l'Odyssée de l'espace. Ah mais à la fin il se réveille, il est vieux. Ah oui c'est vrai. Est-ce qu'il y a pas la scène de fin là? Sur YouTube? Un calvaire ce film, je m'endors à chaque fois. Ah bah oui c'est vrai. Ah c'est dans le monolithe. Non. Non. Ah putain. Pourtant cette scène elle est connue quoi. La scène à la fin c'est le bébé géant. Ah mais du coup je me trompe. Vous savez c'est la scène où il est dans la capsule là. Attends je vais mettre In the Monolith. Ça m'a mis les mêmes résultats. Je suis dégoûté. Moi je voulais juste voir cette putain de scène. Il le traverse. Ah. Putain. Le film est trop deep. Oui bon tant pis hein. Peut-être là? Non. Bon tant pis. Ah tu l'as trouvé? Oui voilà. Oui voilà justement cette fameuse scène là. C'est un banger les gens. Bah moi je me rappelle que cette scène là je l'ai vue en étant complètement défoncé pour la première fois. Et du coup j'étais bien un peu, j'étais dans mon lit. Ma tête elle tournait parce que j'avais trop bu et j'étais en mode waouh. Du coup j'ai kiffé. Elle est longue hein. Elle est longue cette scène hein. Bref. Cette grande difficulté que représente pour l'homme
l'acceptation de l'inconnu. William Burroughs s'en était rendu compte et s'était exprimé à ce sujet avec son style provocateur dans Le Job. Pour voyager dans l'espace, vous devez abandonner derrière vous la vieille ordure verbale, le discours Dieu, le discours pays, le discours maman, le discours amour, le discours parti. Ouais. Vous devez apprendre à exister sans religion, sans pays, sans alliés. Vous devez apprendre à vivre seul en silence. Quiconque pris dans l'espace n'y est pas. Ouais, je suis pas sûr de ça. D'évidence, nous n'y sommes pas. Nous n'y avons pas été. Nous n'avons abandonné ni la vieille ordure verbale ni la prière. Et nous n'avons pas tellement voyagé dans l'espace. Même si, à défaut d'avoir continué la conquête spatiale des années 60... Oui, dans le sens où être dans l'espace, t'y es pas vraiment si tu pries, parce que tu te confrontes pas au vide, et que le vide, c'est aussi l'absence de Dieu, quoi. N'y est pas. D'évidence, nous n'y sommes pas. Nous n'y avons pas été. Nous n'avons abandonné ni la vieille ordure verbale ni la prière. Et nous n'avons pas tellement voyagé dans l'espace. Même si, à défaut d'avoir continué la conquête spatiale des années 60 et 70, nous avons été envoyés dans un autre espace. Du coup, t'es juste cynique? Bah non, tu es vide. Tu te confrontes au vide, quoi. L'hyperespace du web. Internet est devenu notre conquête spatiale. Le web aurait pu être le lieu de notre rencontre avec l'inconnu, mais c'est un espace dans lequel nous n'avons pas appris à vivre seuls en silence. C'est un espace dans lequel nous n'avons abandonné ni le discours Dieu, ni le discours pays, ni le discours maman, ni le discours amour, ni le discours parti. Bien au contraire. Snout nous le dirait, nous sommes allés dans l'inconnu technologique pour chercher un monde miroir du nôtre. Comme l'océan de Solaris, la technologie a reçu notre pensée, elle a répondu en produisant les réseaux sociaux. Oui, bon, après, moi, là où j'ai envie de faire un peu critique, c'est parce que, regardez, oui, ok, notre rapport à l'espace, c'est ça, c'est qu'en mode, quand on traverse l'espace, on est face au vide, il n'y a rien, et du coup, on est un peu perdu et tout ça. Sauf que, si demain, dans le futur, on a des navettes qui nous permettent de skip l'espace d'une planète à une autre très rapidement, en mode, piou, ça se téléporte comme dans un jeu. Bah, en soi, notre rapport à l'espace, ça devient juste un espace de... Ça devient juste un rapport d'aller à un point A à un point B. Je veux dire, dans ce sens-là, les hommes, il y a très longtemps, mis de cette hot tech... Mais non, mais attends. Les humains, à l'époque, devaient avoir le même rapport avec la mer. C'est-à-dire que la mer, c'est la même chose. C'est cet espace de vide. Bon, il y a de l'eau, il y a le ciel, certes, il y a les oiseaux, peut-être, des fois des poissons aussi, mais c'est un espace de vide par rapport à tout ce qu'on connaît. Quand on quitte la terre de vue, on est au milieu de nulle part. Tu vois? Et donc, ce rapport-là, on l'avait. Très sincèrement, est-ce que le rapport à la mer, aujourd'hui, il est le même? On a bien conscience que quand on prend un truc qui va très très vite sur l'eau, ou qu'on prend un avion pour la survoler, bon, on n'a plus vraiment ce rapport-là au vide. Donc, c'est un peu romantiser l'espace aussi. Et en même temps, je dis ça, mais je crois pas qu'un jour, on arrivera à avoir des téléporteurs qui nous permettent de skip l'espace. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me paraît impossible, matériellement. Par contre, avoir des avions qui vont très vite au-dessus de l'eau, ça, on sait faire. Mais skip l'espace, bon, du point de vue de la vitesse de la lumière et tout, c'est impossible. Donc on aura, je pense, toujours un rapport comme ça à l'espace. Après, on sait jamais, dans un futur très 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 lointain, peut-être. Hein. Mais... En fait, il parle d'espace mental, il s'en fout de l'univers. Non, il parle d'espace, en fait, il parle du vide de l'espace qui provoque l'espace mental, et il parle des deux. Il parle de l'espace mental, littéralement, je parle pas de l'expression. C'est la mer qui prend l'homme. Parler du truc sur les réseaux sociaux, l'océan de Solaris. Ah, pardon. Aller dans l'inconnu technologique pour chercher un monde miroir du nôtre. Comme l'océan de Solaris, la technologie a reçu notre pensée, elle a répondu en produisant les réseaux sociaux. Et c'est ce qui fait l'incroyable pertinence de ce film aujourd'hui. C'est ce qu'il nous raconte encore. Penser le futur est impossible, ne pas y penser est inenvisageable. Vivre dans le futur est impossible, vivre dans le passé est illusoire. Toute tentative d'approcher vraiment le nouveau est vouée à l'échec. Elle consiste à construire un miroir déformant de ce que nous connaissons. Elle nous entraîne dans un simulacre du passé pour ne pas nous perdre. Et pourtant, nous ne vivons plus à l'époque des chasseurs dans la neige. Le monde n'a pas cessé de changer. Nous n'avons pas cessé de changer. Nous y sommes. Mais après, nous, on le construit, le futur, en fonction de références qu'on a du passé. Alors, quand on construit un immeuble qui n'existe pas, bah, on se réfère à ce qu'on sait faire en matière d'immeuble. Donc, on ne peut pas imaginer le futur. Bon, dans une certaine mesure, on peut quand même le prévoir. Si c'est nous qui le modelons, quoi. Nous n'y sommes pas.
Le futur doit être accepté comme quelque chose que nous ne comprenons pas. Nous devons y croire, même si nous n'y croyons pas vraiment. D'où l'impression d'absence de résolution que produit le film. L'absence de résolution apparente est la marque de l'authenticité de Solaris quant à son sujet même, la science-fiction, la recherche de l'inconnu et son inscription dans la sphère du sacré. Qu'est-ce qu'on cherche quand on lit un roman, quand on regarde un film? Nous croyons que nous cherchons quelque chose, mais peut-être que nous en cherchons une autre. Quand on regarde un film de science-fiction, on croit qu'on cherche à imaginer l'avenir, à explorer des hypothèses sur le futur de l'humanité. Mais peut-être qu'on cherche seulement à éprouver les tourments de la conscience d'un homme lorsque celui-ci se confronte à l'inconnu. Les deux. On cherche à ressentir le frisson d'une vie qui n'est plus la même et ne le sera plus jamais. Oui. Comme dit Bertrand Mandico dans un entretien donné en 2022, souvent les films policiers énigmatiques, même les fantastiques, ont une résolution. Il faut qu'il y ait une solution. Or, la vie n'est pas comme ça, l'autre monde n'est pas comme ça. On ajoutera, l'absence de résolution pousse le spectateur à rechercher sa propre solution. Il force chaque spectateur à se faire son film, et à le prendre comme prisme pour relire son passé et construire son futur. Comme disait le mystique iranien Shihabuddin Yahya Sohravardi, lis le Coran comme s'il n'avait été écrit que pour ton propre cas. Tarkovsky a lu Solaris de Stanislas Lem comme s'il n'avait été écrit que pour son propre cas. Nous devons regarder son film comme s'il n'avait été réalisé que pour nous. C'est ça, la fin du film. Au fond, dans le terme même de science-fiction... Ah oui, le flex de vieux man. Après, il a le droit, hein. Il met bien. Hein. Quand il flex, il a le droit. Hein. Par la rencontre de l'inconnu... Le flex intellectuel de vieux man, bon, il est admis. Il serait bien, de très bon goût. ...qu'il implique, nous avons toujours entendu une mystique adaptée à notre monde. C'est pour ça que One Piece ne finira jamais. Non, c'est juste que vous allez être déçus de la fin. Voilà. Et que... Profitez-en que d'avoir cette sensation que ça ne finira jamais, parce que quand ça va finir, bon. Qu'on pense aux séries Lost ou The Leftovers, écrites par Damon Lindelof. Qu'on pense à Mélancolia de Lars von Trier, à After Blue de Bertrand Mandico, à Twin Peaks. Qu'on pense aux romans de Philippe Cadic, aux bandes dessinées de Moebius et d'Olivia Clavel. Les romans, les séries et les films les plus mystiques des 5 dernières décennies ont tous pris comme socle une intrigue qui pourrait être traduite dans le vocabulaire de la science-fiction. C'est la mystique d'un monde défini par la rationalité, la science, mais qui a réservé une place affective, émotionnelle à cette quête de l'inconnu. J'ai bien aimé Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico. Oui, j'en ai discuté l'autre fois avec Vieuxman au téléphone. Et parce que lui, il connaît Mandico, machin, c'est son pote, je sais pas quoi là. Et j'en ai parlé et j'ai dit, en vrai, s'il y a des bons films de Mandico, peut-être que je peux les mater le soir là, et après je supprime mes streams. Il m'a dit, oui, c'est une bonne idée, oui. Bref. Mais je pense que je ferai ça hein, quand je vais refaire des streams plus régulièrement et que je vais essayer d'avoir un programme. On va se faire des soirées cinéma de films un peu arty, bizarres. Moi j'aime bien. En fait j'ai bien aimé regarder avec vous l'autre fois Mad God, pour s'il y avait des gens qui étaient là. Du coup j'ai envie d'en refaire des petites séances de cinéma comme ça, un peu sur des streams de nuit. Il y a une trilogie de Mandico, ok. After Blue, trop chelou mais fascinant, ok. En même temps, après, je me méfie avec Mandico, c'est que des fois il y a des côtés un peu trash, et quand bien même je fais un film et que je le supprime après, quand bien même je fais un live et que je le supprime après, j'ai peur de me faire ban, pas pour le film, mais pour ses visuels. C'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs de tes streams. De le voir qui était ouf en React. Ouais. Fait sur Kik. Non. Regarde un truc stylé, genre One Piece. Non, je ferai des soirées, et puis si les gens sont là, ils sont là, et s'ils sont pas là, ils sont pas là. Les streams ciné sont pas ceux qui rapportent le plus, ceci dit. Ah oui, ça rapporte pas plus. Mais si je suis régulière, que je fais des streams et que de base, de toute façon, ça tourne bien économiquement pour moi, je peux m'autoriser à faire ça à côté en plus. C'est du bonus, quoi. C'est la mystique d'un monde sans religion, la mystique d'un monde sans mystique. Меня спрашивают, а что это значит? Почему, так сказать, птица садится человеку на голову? Что это за символ? Ну, ответ очень прост. К плохому человеку птица на голову не сядет. C'est pourquoi Andrei Tarkovsky, malgré ou peut-être grâce à sa lutte contre le genre, a pu réaliser d'aussi beaux films de science-fiction. Pas seulement Solaris et Stalker. À leur manière, de leur insistance sur la fin du monde et l'imminence de la destruction, Nostalgia et Le Sacrifice peuvent également être considérés comme des films de science-fiction. La science-fiction était la seule forme d'art mystique envisageable en Union soviétique.
elle l'est peut-être également aujourd'hui dans le monde occidental. Seule la science-fiction peut encore produire des narrations sensibles au cœur. Seule la science-fiction qui n'existe pas encore existe. Merci d'avoir vu cet épisode de la fin du film et rendez-vous dans un mois pour le suivant. Dans celui-ci, nous parlerons de Sacré Graal des Monty Python. Tout le long de cette année, nous ferons les exégèses des films que vous avez plébiscités depuis 1 an en commentaire. Ok. Si vous avez aimé ce voyage entre l'inconnu et le familier et cette recherche d'une exégèse qui n'existe pas encore, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à Blast. J'aime bien laisser la fin parce que j'aime bien la musique. En vrai, la musique, ça take de fin. Oui, mais... Oui. Trop bien, vieux man. Mais oui, en fait, je suis toujours contente.